Alors, bonjour à tous et à tous. Merci d'être présents sur cette conférence. Donc, on est sur notre quatrième, ou je sais plus, quatrième conférence dans le cadre du programme 30 jours, je dis oui à la franchise. Donc, ce matin, on va parler de franchise locale. Pour animer cette conférence, je serai entourée de 4 personnes. On va d'abord démarrer avec une introduction avec l'expert Nicolas Louis-Médé que je vais vous présenter. Et puis après, 3 franchiseurs illustreront la thématique. Je serai en contact avec Jacques Daboudet de franchise 1, 2, 3 Webimo dans l'immobilier. Léo Déon, spécialisé sur tout ce qui est la pause café, donc une enseigne qui s'adresse plutôt au B2B. Et puis Stéphanie, ça y est, j'ai mangé son nom, Bachelier, qui elle, va être spécialisée sur tout ce qui est la conciergerie privée axée sur le tourisme. Voilà. Donc, pour ceux qui me... Tout d'abord, s'il y a un point, c'est que si vous avez des problèmes techniques, vous m'entendez plus, vous ressortez et vous vous reconnectez peut-être avec un autre navigateur. Et tout au long de cette conférence, je vous invite à vraiment poser des questions. Donc, le nombre, les personnes arrivent au fur et à mesure. Donc, utilisez plutôt la petite bulle, que ce soit moi ou les autres ou les intervenants, on répondra directement à vos questions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je le dis tous les matins, il y a un bug sur le document, c'est pas grave, excusez-moi. Donc, je suis Corinne Jiquel, j'anime la plateforme Reconversion Franchise, qui est une plateforme dédiée à l'entrepreneuriat féminin, mais pas que. Tout au long de l'année, on anime différentes actions pour vous faire découvrir la franchise, des métiers, vous faciliter la rencontre avec des franchiseurs ou partager l'expérience de femmes franchisées qui étaient à votre place avant. Donc, je vous invite à participer à nos événements. Cet événement des 30 jours va se terminer le 4 avril. Il nous reste encore 2 conférences. Je vous présenterai le programme en fin de session. En tout cas, aujourd'hui, on est présent sur ce thème où on parle de franchise sans local, pour un thème qui aujourd'hui intéresse beaucoup les porteurs de projets. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'est Natalia. Oui, il s'agit euh, d'accéder à devenir un entrepreneur avec une enseigne, je vais trouver mes mots, qui ne nécessite pas obligatoirement un local au départ. On parle de commerce ambulant, de travailler chez soi, de prestations à distance. Et donc, pour parler de cette possibilité, j'ai à mes côtés Nicolas, hop, Nicolas Louis-Amédée. Bonjour, Oui, bonjour, spécialiste de l'étude de marché et qui va nous éclairer sur cette possibilité que peu de personnes connaissent et pourtant qui pourrait aider certains, en tout cas sur, vous l'avez dit, c'est vrai Natalia, sur des coûts réduits, mais ça exige aussi d'autres compétences, une façon de penser différente. Et comment le franchiseur nous accompagne, en tout cas, merci Nicolas de prendre la parole. ouais. Merci Corinne, bonjour à tout le monde. Donc en effet, je commence par me présenter Nicolas Louis-Amédée. Donc je suis le directeur développement de la société qui s'appelle Territoire Marketing Cyril Group. Donc le métier, c'est d'être spécialiste en géomarketing au travers de solutions, d'études de marché et de conseils. On accompagne, on va dire, 3 catégories de clients: les franchiseurs dans leur stratégie territoriale d'implantation au travers de ce qu'on appelle des plans de développement, des études de zonification principalement, et tout un ensemble d'outils géomarketing. On accompagne les porteurs de projets, les franchisés dans ce qu'on appelle les implémentations. Justement, quand on a un local, et on le verra pas que, estimer un chiffre d'affaires potentiel pour faire son business plan et obtenir ses financements. Et puis les territoires, les collectivités, qui sont aussi une catégorie de nos clients sur des problématiques de ce qu'on appelle la programmation commerciale. Là encore, quand on a un local et qu'on a besoin d'avoir un certain nombre d'outils et d'études pour savoir ce que l'on peut y mettre d'un point de vue stratégie. Voilà. Maintenant, l'objet du jour est plutôt d'aborder le sujet de la franchise en local. Et je prendrai aussi ma casquette, ma troisième casquette que j'ai, qui est la partie expert à la Fédération française de la franchise, puisque je suis membre du Collège des experts sur cette activité au marketing. Alors moi, j'ai vraiment une première question à te poser, c'est est-ce que cette possibilité, elle est grandissante? Est-ce que c'est un marché qui évolue d'aller vers des franchises en local ou c'est spécifique à des secteurs? Donc, je te laisse nous faire un point un peu sur cette activité ou ce mode, Ouais. pas une activité, ce mode d'entrepreneuriat. Alors d'abord, il faut peut-être définir ce que c'est que la franchise sans local, parce que finalement, c'est assez varié, c'est assez hétérogène. On va avoir plein de secteurs d'activité qui vont être concernés.
On va retrouver d'abord la première catégorie, vraiment ce que je vais appeler les secteurs d'activité qui ne nécessitent pas du tout de locaux, c'est-à-dire qu'on peut le faire à domicile. On va voir de toute façon avec un certain nombre aussi de franchiseurs que tu as pu faire venir, Corinne, et de témoins qui vont pouvoir expliquer leur activité. Mais ces premières catégories qu'on va retrouver par exemple dans le B2B, ou qu'on va retrouver vraiment sur des activités extrêmement diverses, peuvent être exercées depuis son domicile. C'est vraiment la première catégorie et qui est le premier point. En franchise sans local, on peut aussi commencer à domicile et puis finalement évoluer vers un modèle avec un showroom, avec un point de vente, avec un lieu de stockage, etc., au fur et à mesure de la progression de son activité. Et ça rentre complètement dans la logique d'un business plan qui a été vu avec son franchiseur. Et je dirais que c'est la deuxième catégorie, c'est on commence sans et puis on évolue avec quelque chose. Et puis, troisième catégorie, l'image le montre bien, on va avoir aussi la franchise sans local, mais qui ne veut pas dire sans investissement, on va le repréciser après, parce qu'on pourrait très bien avoir des camions, un ou plusieurs camions ou véhicules d'intervention, parce qu'on va être amené à aller chez les clients pour faire de la réparation, pour faire de l'entretien, pour un certain nombre d'autres activités. Et là, on va être dans une catégorie de franchise sans local, réellement, mais pour le coup, avec un ou plusieurs camions d'intervention. Ce qui déjà, entre ces trois activités, on n'a pas les mêmes coûts forcément, puisque c'est un des éléments phares et majeurs qui va nous intéresser. C'est de se dire quels vont être les avantages et les inconvénients de ce type de franchise. Donc d'abord, plutôt bien différencier ces trois catégories de franchise sans local, et au final, bah, ça s'adresse à tout secteur d'activité, hein, on en voit beaucoup, vraiment beaucoup. Et on va voir que ça a des avantages et aussi quelques inconvénients qu'il faudra bien mesurer, mais qu'on va regarder peut-être juste après. Alors, juste une question, hein, c'est, tu as dit qu'en fin de compte, on peut rentrer dans une franchise, sans local au démarrage et puis au fil de son activité, peut-être qu'un local ce sera, va être nécessaire. À quel moment? Est-ce que c'est le franchisé qui décide ou, ça fait partie, est-ce que tu le sais? Est-ce que ça fait partie, du plan d'action pour après, avoir un local? Généralement, c'est déjà vu et envisagé avec le franchiseur, c'est-à-dire que le franchiseur propose plusieurs modèles, du 100% sans local, du sans local qui va évoluer avec un local s'il y a besoin. C'est toujours vu de toutes les façons avec le franchiseur, puisqu'on est là pour appliquer un savoir-faire. Donc, ça veut dire que derrière, il va y avoir un business plan à avoir, des coûts qui vont être liés à l'architecture, qui vont être liés au design de l'enseigne, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours vu généralement avec le franchiseur. Alors, en sachant que si on parle de local, je parle de local avec visibilité. Parce que là encore, il faut avoir un petit peu de nuance. On pourrait très bien avoir un bureau, et donc c'est un local en réalité, ce bureau, et c'est pas les mêmes coûts d'investissement qu'un local qui a pignon sur rue, dans lequel on va avoir une vitrine, une signalétique, une image très forte de la marque. Et donc, dans ce cadre-là, si on va jusque-là, bah, c'est forcément vu avec le franchiseur et forcément prévu dès le départ, dans un monde qui permet de finalement progresser assez rapidement. Mais c'est presque finalement dans toutes ces franchises sans local, c'est le scénario que l'on retrouve le moins, parce que généralement, soit on l'a conçu sans local, soit on sait qu'on doit en avoir un, et l'intermédiaire, on retrouve peut-être un petit peu moins de volume de franchiseurs qui proposent de débuter sans et de progresser avec ensuite. Mais c'est vrai ce que tu dis dans le cadre des showrooms. Souvent, on voit des showrooms, on voit des boutiques et on croit que ce sont des boutiques où il y a de la vente. Et en fin de compte, toute l'activité se passe à l'extérieur. Bien Je sûr. pense à tout ce qui est l'agencement de maison, etc. Et le showroom n'est que, voilà, c'est un lieu d'accueil, en fin de compte, mais il ne se passe pas de vente. Je pense au groupe Schmitt ou des organismes comme ça, ou même Etense, où il y a des boutiques, certes, mais c'est des showrooms. Voilà. Ou dans les services à la personne, Le matériel de showroom, taxi. ouais, le showroom, dans ces cas-là, a vocation de réassurance en fait pour le client final, C'est et une de se vitrine. dire, voilà, de se dire, j'ai pignon sur rue, je peux aller les voir, je peux poser des questions. Il faut considérer que s'il a un bon emplacement, bah, dans ces cas-là, ce sera une vitrine publicitaire supplémentaire. Mais en effet, comme tu le dis, ça ne remplacera pas la présence et le déplacement de la personne qui devra avoir lieu au domicile du client. Alors, quels sont, alors moi on va parler d'études de marché parce que c'est indispensable de savoir si on doit faire une étude de marché, mais c'est quoi les avantages et les inconvénients de ce type de modèle?
Pas d'après... forcément franchise sans local. Généralement, les personnes qui se tournent d'abord vers ce type de franchise recherchent souvent des investissements plus faibles au départ. C'est souvent le cas. Mais on va voir que, pas que, les grandes catégories que je vous ai montrées, parce que finalement, si vous avez des flottes de véhicules, vous êtes sans local, mais vous avez des flottes de véhicules qu'il faut stocker, même si c'est chez vous, que vous avez la possibilité, il faut intervenir, bah, ça veut dire quand même des véhicules à acheter, ça veut dire éventuellement plusieurs personnes en salariés, et ainsi de suite. Donc finalement, on va se retrouver sur des coûts qui vont être proches d'un local, si je rajoute le droit au bail, si je rajoute les loyers, etc., etc. Maintenant, l'essentiel des franchises dont on parle, où on va exercer depuis son domicile, par exemple, l'intérêt, il a plusieurs intérêts. D'abord, en effet, l'investissement de départ qui est plutôt limité. La souplesse, je dirais, dans l'esprit qu'on peut avoir au quotidien, la façon de travailler, les horaires qu'on peut avoir. C'est vrai que c'est des choses qui finalement apportent un certain nombre de souplesse, mais qui entraîne aussi un certain nombre de difficultés. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi réservé à des personnes qui vont être bien averties sur ce type de pratique, sur la façon de travailler, parce que finalement, on ne va plus bénéficier du local au sens flux entrant, flux de personnes qui vont pouvoir venir. Donc, il va falloir aller chercher son business, hein, concrètement, soi-même. Donc, il faut avoir des profils d'entrepreneurs qui soient dans l'esprit très commercial, qui soient capables vraiment d'avoir une démarche business assez forte. Alors c'est le cas, on va dire, c'est le propre de tout entrepreneur, mais je pense encore plus dans la franchise sans local. Les témoins Corinne pourront dire ce qu'ils en pensent, bien évidemment. Mais j'ai le sentiment, et c'est ce que j'ai pu voir, que plus on a un esprit business commercial aguerri pour la franchise sans local, bah, plus c'est efficace parce que ça va reposer beaucoup, beaucoup, beaucoup sur votre activité. Même si le franchiseur peut intervenir avec des leads, bien évidemment, même s'il y a des actions digitales, du web qui est un complément, c'est aussi un inconvénient. Il faut en être, je pense, assez Alors, convaincu. Il faut être assez ouais. lucide par rapport à ça. Je pense que tu as raison parce que les personnes qui sont en reconversion, et peut-être vous êtes dans ce cas-là, vous avez un métier peut-être administratif, de comptable, gestion, etc. Et là, on demande déjà à un franchisé d'être un entrepreneur, hein, puisque entreprendre en franchise, c'est rester quand même un commerçant et un entrepreneur. Et on n'a pas obligatoirement des talents marketing ou communication, il faut connaître son réseau. Donc, il faut vraiment, je pense, avec le franchiseur, réfléchir à ce qui nous attend en termes de marketing pour déployer, je pense, une stratégie en local et tisser sa toile sur son territoire. Donc, est-ce que ça demande Non, aussi des compétences aguerries en termes de digital? Ah, ouais. bah, de toute façon, moi, je pense qu'à partir du moment où on est dans une stratégie territoriale sans local et que ça repose sur l'activité du franchisé, beaucoup. Il faut avoir des compétences dans différents sujets. Et là, pour le coup, je dirais sans limite, mais évidemment sur de la communication. Mais plus que de la communication, je pense que là, on a besoin d'avoir une vraie stratégie de prescripteurs, par exemple, de relais avec qui je travaille, qui vont pouvoir être mes Ah, relais locaux. Euh, on a besoin de faire finalement du bouche à oreille, hein, donc de se faire connaître. Donc ça passe par des activités par exemple de sponsoring dans le club local de sport. Ça passe par des relations avec certains confrères complémentaires sur l'activité ou avec des activités synergiques. Ça passe finalement par toute stratégie, que ce soit pour aller chercher du client en direct ou en indirect. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui est négligé, c'est l'indirect, même si les franchiseurs sont là vraiment pour forcément accompagner. Euh, Ça demande aux franchisés d'avoir des compétences commerciales, je dirais pragmatiques, opérationnelles, en direct, en indirect, et puis derrière, du coup, en communication, puisque forcément, l'ensemble est lié. Le but est de finalement amorcer la pompe et d'avoir finalement un afflux de demandes que l'on va aller chercher. Mais là encore, il faut nuancer parce que si on est en B2B, on va vraiment être dans une approche commerciale pure où on va pouvoir aller faire de la prospection, vraiment, je dirais, additionnelle. Si on est plus en B2C, bah, on va aller aussi euh, taper à la porte plus facilement de certains lieux, de certains lieux de prospection, de certains quartiers qu'on va pouvoir identifier. Donc voilà, je pense que c'est aussi un point qui est important en
termes de Ça veut dire qualité que pour d'entrepreneur. toi, ça veut dire que pour toi, le budget de communication pour ce type de franchise, pour en tout cas le franchisé, il doit être plus important ou mené de façon différente que dans une Alors, franchise avec il est bien, ça va reposer la question de ce qu'il va y avoir derrière en termes de contrat et d'exclusivité territoriale. Mais on va dire que l'essentiel du temps, il y a une exclusivité territoriale, ce qui n'est pas une obligation, loin de là, hein, selon les contrats. Mais si exclusivité territoriale, ça va être d'autant plus important d'animer sur son territoire cette partie communication et donc d'avoir le budget. Mais souvent d'ailleurs, quand on fait franchise sans local, normalement on a conscience de ça. Donc on arrive, et pour moi c'est presque un avantage, c'est qu'on arrive avec un budget sur cette partie-là. L'erreur quand on a un local, c'est de se dire que le local va tout faire et que finalement on n'a pas besoin de communiquer, on n'a pas besoin de dire tiens, regardez, on a ouvert, on n'a pas besoin d'aller animer parce que la visibilité du local fait que les gens vont venir. Et c'est souvent la première erreur que font les franchisés qui ont un local, ils sous-estiment cette partie communication. Au moins local, bah, je dirais le sujet il est très clair, il va falloir se faire connaître. Donc, par différents moyens. Donc, normalement, le budget est prévu dans le business plan et c'est aussi, pour le coup, le rôle du franchiseur, dans son savoir-faire, d'accompagner, pour le coup, les porteurs de projets dans la façon dont il faut se Là, je développer, pense structurer, voilà, on le verra communiquer. avec nos. Voilà. Je suis d'accord, on le verra Voilà. avec nos trois invités. Tout à l'heure, tu parlais, avant de passer à l'autre partie, tu disais que c'était un coût. Il faut mesurer le coût. On peut avoir à un moment donné un showroom ou pas. Ça veut dire que quand on définit son business plan, et pour aller vers le Mhm. banquier, hein, parce que quelquefois on a besoin d'une aide financière, il faut bien réfléchir à la stratégie et à l'évolution de son business. Voilà, tu parlais du budget de communication, peut-être qu'il y aura un showroom ou pas, ça veut dire que le business plan, on doit penser à tous les paramètres. Bah, le business plan, l'objectif, c'est qu'il se projette ce qu'on appelle à vitesse de 4 ans. croisière. Ouais. Voilà, vitesse de croisière, c'est souvent 3 à 4 ans. En tout cas, une première année, on se fait connaître. Une deuxième année, on va aller confirmer. Et puis la troisième année, normalement, on commence à être plutôt très à l'aise sur son territoire. Alors, c'est des grandes moyennes, hein. Il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui sont plus longs, évidemment. Mais ça signifie que la zone dans laquelle on travaille, on va travailler, on va s'engager aujourd'hui, elle a une description, elle a des caractéristiques, mais elle va surtout évoluer en fait. Comment sera la zone demain? En fait, est-ce que notre clientèle cible, elle est en progrès, elle est en train de diminuer? Qui je vais pouvoir aller? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets, selon si je suis en B2B ou B2C, peu importe? Est-ce qu'il y a finalement des changements importants dans ma zone qui viendraient impacter éventuellement mon business plan? Ça fait partie des questions qu'il faut se poser dès le départ pour dire, OK, quelles sont les cibles que je vais avoir et puis qu'est-ce que je veux atteindre finalement dans les prochaines années, qui j'aimerais toucher et est-ce que ma zone elle est porteuse pour cela? Forcément, c'est des questions qu'on va se poser et tu posais la question d'études de marché ou pas, bah, Je crois c'est que pas c'est le le même slide objectif qu'avec le d'après. local, mais ça va être un point important. Ouais. Alors justement, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser à notre expert Nicolas tout ce que vous voulez poser sur l'étude de marché, profitez-en. On animera une autre conférence sur le sujet avec toi, mais voilà. Est-ce que quand on doit faire une étude, voilà, une étude locale, quand on n'a pas obligatoirement de point de vente, est-ce que c'est le franchiseur qui l'a fait pour nous? Comment ça se passe? Alors, bah, c'est une bonne question par laquelle tu commences. Je vais rappeler un petit point important. La loi Doubin, qui régit finalement les relations entre le franchiseur et le franchisé, va obliger le franchiseur à finalement vous fournir dans le DIP, le document d'information précontractuelle, deux petites études de marché, un état général de marché et un état local de marché, considérer que c'est une obligation réglementaire, c'est un descriptif à un instant T de votre zone, c'est un descriptif du marché. Ce n'est absolument pas un engagement de vous allez fonctionner, vous n'allez pas fonctionner. Donc il y a la loi Doubin qui impose le franchiseur à fournir des mini-études qui sont avant tout pour moi réglementaires, mais le franchisé a un devoir de se renseigner par lui-même. C'est-à-dire c'est pas parce qu'il reçoit quelques informations qu'il s'appuie uniquement là-dessus. Et c'est la première erreur que l'on fait. D'ailleurs, quand il y a un local notamment, tous les franchisés qui s'appuient sur ces petites études et qui vont à la banque, bah, surtout en ce moment, bah, ils ont dû obtenir le financement. Et on le voit, l'obtention du financement aujourd'hui est la problématique numéro un, et ce n'est pas un État local qui permette de l'obtenir. Ce qu'il faut, c'est faire une étude de marché complète,
Quand on est un local, ça semble évident parce qu'on va aller estimer un chiffre d'affaires sur un emplacement avec l'accessibilité, la visibilité, les flux, etc., etc. Quand on n'a pas de local, la problématique, elle est un peu différente, mais elle est tout aussi importante. Sa problématique, j'ai commencé à l'évoquer, ça va être de dire euh, vraiment connaître sa zone sur ses clients cibles. Qui on veut avoir, où est-ce qu'ils sont situés, comment on va pouvoir les toucher, qui sont les prescripteurs sur la zone, qui on va pouvoir, sur qui on va pouvoir s'appuyer pour faire un relais. Donc je dirais que cette étude de marché, elle a plus vocation à bien connaître sa zone, à se renseigner et à être opérationnelle rapidement. Mais ça, c'est valable pour tous les entrepreneurs, en fait. Se lancer dans une entreprise sans faire une étude de son marché, bah, ça semble quand même en fait très léger. Il ne faut pas oublier que vous avez les chiffres sont entre une entreprise sur deux ou une entreprise sur trois, selon ce qu'on prend en secteur d'activité, n'est plus là au bout de 5 ans, en fait. Ça, c'est les chiffres officiels de l'INSEE. Donc, ça veut dire que pour maximiser ses chances, bah, il faut être prêt dès le départ. Et on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Surtout si au départ on a un investissement qui est un peu plus limité, si on a un petit peu moins d'apport personnel, si finalement on a les reins un peu moins solides que d'autres, mais on ne peut pas perdre du temps. Donc il faut anticiper le lancement de son activité, il faut se renseigner au maximum, il faut faire sa propre étude de marché, euh, parce que ça a quand même plusieurs vertus. Un, de vous rassurer, parce qu'au moment où ça va être dur, si tout se passe bien dès le départ, bah, on est tous très contents, et tant mieux. Mais au moment où ça va mal, un moment où on n'avait pas prévu, on tape un petit peu dans le mur, les clients n'arrivent pas, c'est là où l'objectif, c'est d'avoir fait une étude de marché suffisamment en amont en se disant, bon alors, attendez, euh, on va se prendre un petit peu de recul, on a fait une analyse sur les types de clients qu'on avait, sur les zones, est-ce qu'on a bien communiqué auprès d'eux, est-ce qu'on a bien été les voir, qui on a été touchés. Et c'est toujours plus facile de le faire avant, quand on n'a pas la tête dans le guidon, que le faire pendant, où on est plus objectif en fait. Bah, tu me L'étude de disais, marché a pour objectif justement de prendre du recul et d'avoir une vision objective de sa zone en fait. non, mais tu disais aussi lors d'une conférence qu'on a organisée ensemble que l'étude de marché permet de rassurer déjà le banquier. Ça veut dire que le porteur de projet connaît son métier, connaît sa stratégie euh, et donne confiance en fin de compte au banquier pour lui prêter de l'argent. Donc c'est aussi important. Quand on est en franchise, on est un entrepreneur à part entière, donc il est important de s'impliquer dans son futur business. Bah, ça rassure tout le monde, ça rassure le franchisé en Même le premier lieu, franchiseur. Oui. ça rassure le franchiseur aussi parce qu'il a affaire à un porteur de projet qui est motivé, et, qui se bouge et voilà, qui n'attend pas uniquement sur la tête de réseau. Et puis ça rassure le banquier en effet qui va prêter les fonds et puis ça va rassurer l'expert comptable ça va l'aider notamment à vouloir créer son business plan si on va jusque-là, mais ça va dépendre après des concepts. Alors, il y a deux questions, mais moi je connais la réponse, je te laisse répondre. Est-ce que le franchiseur aide à construire le business plan? Et deux, est-ce que le franchiseur peut accompagner pour étudier sa zone de chalandise? Alors, oui, bien évidemment, alors, je vais répondre avec deux façons de faire. Ne pas oublier d'abord qu'on est franchisé, qu'on est bien commerçant, entrepreneur, indépendant. C'est quand même le premier sujet. Et la relation entre le franchiseur et le franchisé, il y a toujours une frontière qui est pas simple entre de l'aide et de l'ingérence à ne pas franchir dans les deux cas. Bien évidemment que le franchiseur, son intérêt, c'est de vous aider sur la zone de chalandise, c'est de vous donner les métriques pour les business plans pour pouvoir les faire. Ça, c'est un accompagnement qu'il va pouvoir faire. Mais bien évidemment aussi que vous êtes commerçant indépendant, c'est à vous de le faire à la fin. C'est à vous, sur votre zone, sur ce que vous allez avoir comme activité, de le créer. Donc c'est une relation que vous avez, et c'est l'intérêt d'ailleurs de la franchise. C'est bien de pouvoir s'appuyer aussi sur un savoir-faire, sur une expertise, sur les compétences d'une tête de réseau qui va vous aider et qui va vous orienter. Maintenant, Maintenant, ne pas oublier que c'est aussi à vous de faire l'effort et le travail pour faire tout ça, quoi. En tout cas, avant de choisir son réseau, je pense qu'il y a un certain nombre de questions à poser là, on pose la question sur le potentiel. Je pense que ça fait partie des réponses que peut donner le franchiseur. Je leur poserai la question après, parce qu'on là, on sera vraiment dans des cas concrets. Donc, Alors, le franchiseur peut être à côté, mais il peut pas, alors, sauf erreur de en, ma part, en- il en peut pas fait, tout savoir dans une ouais, zone précise, quoi. c'est ce que j'ai dit avant, en fait. Le franchiseur peut fournir quelques éléments. Euh,
mais c'est au franchisé d'aller chercher les réponses réelles du potentiel. Le franchiseur peut expliquer comment fonctionnent ses unités pilotes, comment fonctionne son réseau, peut dire voilà quels sont nos clients types, voilà comment on fonctionne habituellement. Par contre, la zone du franchisé, réellement, comment elle est structurée, comment elle est organisée, c'est au franchisé aussi d'aller chercher cette information et d'aller compléter l'étude de marché, d'aller compléter les éléments qui seront donnés par le franchiseur. Le franchiseur ne donnera pas d'informations sur le chiffre d'affaires potentiel d'un franchisé. Il donnera des métriques dans son réseau. Ce sera au franchisé de se renseigner et d'évaluer si sa zone elle est conforme à une unité pilote classique, s'il est au-dessus, s'il est en dessous, s'il y a plus d'éléments en termes de population cible, pour orienter sa stratégie en fait, hein. L'avantage d'un franchise, pour moi, sans local, c'est qu'on a vraiment la main euh, sur l'action commerciale, parce qu'on n'a pas le choix en fait. Et comme on n'a pas le choix, bah, on arrive déjà, normalement, dès le départ, avec des leviers, avec des idées, avec des plans d'action. Et c'est ce qui fait que normalement, on peut se lancer vite, rapidement et être efficace très vite, parce que la franchise sans local, c'est aussi un de ses avantages, c'est qu'on peut normalement se lancer rapidement en fait. Alors, moi, j'ai une autre question, c'est que, puisqu'on a déjà fait des conférences ensemble, tu dis souvent que quand on fait une étude de marché pour trouver son local, il faut se déplacer sur le terrain, il faut voir les habitudes des consommateurs, etc. Comment on fait? Parce que, attention, l'étude de marché, souvent, j'ai entendu ça à la Franchise Expo, c'est pas simplement des chiffres Mhm. fixés qu'on va chercher à la chambre de commerce ou ailleurs, c'est aussi des données chiffrées sur le terrain. Comment on fait quand il n'y a pas de local? On peut pas se déplacer. Bah, non, mais en fait, ça dépend quel est l'objectif en fait que l'on veut avoir dans cette étude. Sans le local, quand on a un local, c'est très simple, on veut estimer un chiffre d'affaires sur un emplacement, en tout cas à l'essentiel, ou alors on veut rechercher l'endroit idéal où se mettre. Quand on n'a pas de local, la problématique, elle est pas la même. Elle est plutôt de sa connaissance de où sont ses clients et où sont ses prescripteurs et quelle va devenir la zone en fait. Donc là, ça dépend si on est en B2C, B2B, bien évidemment, il faut le sait. Donc, déplacement terrain, c'est moins indispensable, hein, très franchement, au départ, dessus. Mais euh, tout dépend ce qu'on recherche. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt du concept sur la zone? Est-ce que le fait, quand on a, enfin, en tout cas, moi, je pars du principe que quand on a une activité terrain, quand on veut être sur un secteur, euh, il faut apporter une vision objective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait les études, là, je vois les baromètres des porteurs de projets, des intentions d'ouverture, l'essentiel des gens en France veulent ouvrir sur la zone, sur une zone qu'ils connaissent. On va dire 90% des personnes ouvrent sur une ville, une agglomération dont ils sont originaires, où ils veulent revenir, mais c'est l'essentiel des gens. Donc ça veut dire qu'on connaît son territoire. Et quand on connaît son territoire, c'est souvent des fois ce concept va fonctionner sur son territoire. Mais est-ce que c'est vrai en réalité? Bah, si c'était vrai tout le temps, on n'aurait pas autant d'échecs de commerce, comme je vous l'ai dit précédemment. Et en fait, c'est pas tout le temps vrai. On est convaincu, et c'est normal, et c'est la qualité d'un entrepreneur d'être convaincu que ce concept-là sur ce territoire va fonctionner, mais il faut quand même se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est une attente de la population? Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Et ça passe par de l'étude. C'est ça une étude de marché. Il faut commencer déjà par se poser cette question de qui seraient mes clients? Est-ce qu'ils sont vraiment en attente de ça? Et on peut passer par des études type pour aller interroger des gens sur des besoins, pour détecter ce qu'on appelle du lead potentiel. On peut regarder quels sont les types de concurrence. Les concurrents, on peut aller les voir. On peut faire appel à eux. Enfin voilà, il y a plein, avec ce qu'on appelle du client mystère, par exemple. On peut imaginer plein de choses. Mais pour moi, c'est à ça que doit servir l'étude. C'est bien connaître sa zone, bien connaître qui vont être les futurs clients et comment vont évoluer ces futurs clients, bien connaître ses prescripteurs et du coup derrière adapter pardon, son plan de communication pour aller les toucher et les voir en fait, hein. Voilà. Donc, Alors, du coup, on nous pose une question, là, panique à mort. Quel est le pourcentage d'échecs du cours MES en local? Moi, je pense qu'il ne faut pas partir sur l'échec au départ. Si on est entrepreneur, c'est qu'on croit à son projet, on croit au oui. franchiseur, au produit. Voilà. Mais il est pas Pleine plus réponse là-dessus. important ou moins important que la vie des entrepreneurs en France, en fait, hein. Le but est d'être extrêmement justement optimiste et dans la franchise sans local, l'avantage, on sait que ça repose sur vous et vous le savez dès le départ. C'est pour ça que pour moi, c'est une opportunité extraordinaire. C'est que vraiment, on le sait, donc il suffit de se préparer en fait, hein. Et puis, si on se prépare, normalement, tout va bien en fait, hein.
Donc, Alors, ça repose voilà. sur nous. Le franchiseur, ça reste quand même une franchise. Donc, il vous apprend votre métier, il vous donne quelques clés, il vous explique. Mais c'est vrai que les trois quarts de tout ce qu'on a dit, hein, c'est vous qui le tenez entre les mains et c'est vous d'aller toucher votre réseau pour identifier des potentiels. Alors, moi, si je veux faire une Bah, étude de marché, on arrive bientôt à nos 30 minutes. Est-ce que d'abord c'est moi qui dois la payer? Est-ce que c'est pris en charge par le franchiseur? Est-ce qu'il y a des aides de l'État ou du moins est-ce que je peux aller voir des organismes comme les vôtres? Plusieurs façons de faire son étude de marché. Déjà, soi-même en cherchant des informations, hein, premier point. Donc, et d'ailleurs, j'encourage toujours les porteurs de projets à, de toutes les façons, chercher de l'information eux-mêmes et pour vraiment s'investir sur leur zone. C'est quand même un premier point. Euh, c'est pas facile, c'est un autre métier, donc voilà, il peut y avoir des inconvénients, mais c'est surtout que vous restez dans dans l'image pas objective, mais justement subjective du projet. Vous restez avec votre vision. Le but de l'étude de marché, c'est d'avoir une vision externe, objectivée à un moment, et d'avoir un regard externe. Donc ça, souvent, ça passe évidemment par des cabinets d'études, des instituts d'études comme nous, on peut le faire. Ça reste, à mon sens, l'idéal et le plus facile. Maintenant, voilà, franchement, c'est à mon avis complémentaire. Par contre, en revanche, c'est pris en charge par le franchisé, pas par le franchiseur. À aucun moment, voilà, le franchiseur va vous accompagner, va fournir l'état local et l'état général dans l'IP, mais pas au-delà. Et c'est normal, c'est vraiment au franchisé pour le coup de prendre en charge ce type d'études en complément, s'il en a besoin, hein, s'il en sent le besoin, en complément. Pour le coup, bah, c'est financé par le franchisé. Ça peut rentrer dans une enveloppe globale de financement quand vous faites appel à certains professionnels pour le financement, comme Prépro par exemple. Bah, ils font des investissements, ils font des montées des dossiers complets, pas uniquement bancaires, hein, mais avec des aides départementales, régionales, etc. Il existe tout un système d'aides. Et en fait, l'étude de marché rentre complètement dans ce plan de financement, donc ça se finance complètement. Ouais. Ok. Avant qu'on termine, je vous demanderais bien si vous êtes d'accord, parce que j'ai la chance d'avoir trois franchiseurs, mais Jacques et Léo. Euh, Rebonjour Jacques, donc franchiseur 1, 2, 3 Webimo et Léo pour Ita Espresso. Quelle est votre Bonjour. réaction sur les propos, avant qu'on démarre tous les trois, sur les propos de Nicolas? Stéphanie, vous pouvez prendre la parole, mais je sais que vous êtes animatrice de réseau, donc je ne sais pas si vous avez un point de vue, mais vous pouvez aussi prendre la parole. Jacques? Bah, écoutez, tout ce qui a été dit correspond bien à ce qu'on vit au quotidien hein, lorsqu'on rencontre des futurs entrepreneurs, quant à l'étude de marché, quant à la préparation de ces projets entrepreneuriaux. Moi, je n'ai pas d'observation Non, particulière. mais Hein. c'était C'est intéressant la vraie de vie, hein, ce que rebondir. vient de dire Nicolas. Hein. C'est-à-dire que effectivement, un entrepreneur qui veut se lancer, ben, et qui plus est sans local, il a une nécessité d'aller observer un petit peu où il veut s'implanter, quels vont être ses clients, comment il va organiser sa prospection, comment il va organiser sa communication, enfin, etc. Puisque à partir du moment où on décide d'entreprendre sans local, alors on parlera peut-être un peu plus de de notre Oui, après, nous, oui, bien sûr. mais, il faut évidemment établir un business plan, un plan d'action pour se faire connaître. Donc, il n'y a pas de miracle. Donc, à un moment donné, oui, l'étude de marché est importante, mais pas que. Et c'est là où je dirais la franchise a son sens, parce que on n'est pas toujours armé pour pouvoir faire toutes ces démarches et appréhender tous ces points. L'avantage du franchiseur, c'est qu'on va pouvoir guider l'entrepreneur dans sa démarche d'analyse de marché, dans sa démarche d'analyse ou de préparation de son plan d'action, parce qu'on a un savoir-faire, parce qu'on a une habitude, même si on ne maîtrise pas évidemment aussi bien que lui son marché local, mais néanmoins, c'est quand même une expertise que nous avons et qui permet d'accompagner l'entrepreneur dans son projet. Merci. Léo, vous partagez la réflexion de Jacques, vous avez autre chose à rajouter? Ouais, tout à fait. Donc tout ce qui a été dit est très juste et c'est nous on alerte vraiment sur cette partie dans le process de recrutement parce qu'en fait si on parle d'échecs, quand on a des échecs, c'est des personnes qui ont du mal à se vendre parce qu'en fait quand vous n'avez pas de local et quand vous êtes dans une démarche comme pour nous B2B, vous allez au devant des clients, vous avez besoin de créer votre réseau, vous avez besoin de créer du lien avec les clubs de sport comme il a été dit, d'aller dans les différents réseaux d'affaires et la première chose que vous vendez c'est vous.
Donc, nous, on n'a pas forcément des gens qui viennent que du commerce ou que de la vente, mais il est très important de savoir se vendre et surtout, en fait, j'ai envie de dire, de savoir créer du lien. Parce qu'en fait, le commerce, c'est créer du lien, c'est créer de la confiance, c'est créer de la crédibilité sur son territoire. Et il est super important d'être à l'aise avec ça. Voilà. Merci. Parce que Merci. c'est pas très compliqué, mais c'est un vrai métier et je dirais plutôt un savoir-être en fait, hein, plus qu'autre chose. Stéphanie, vous n'êtes pas franchiseur, mais vous êtes animateur du réseau. Est-ce que vous rencontrez, mais là, vous êtes en phase directe avec les franchisés, vous partagez les points de vue? Oui, oui, tout à fait, effectivement. Oui, oui, Alors, oui, oui, j'ai pas. Je crois que tout a été dit. J'ai pas grand-chose de plus Et- à ajouter. Ouais, ouais, c'est ça. Mais oui, oui, je partage complètement les points de vue. Ouais, ouais. En tout cas, on va continuer avec vous trois. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Nicolas avant qu'il nous quitte? Il nous faisait une petite introduction. J'en profite, Nicolas, pour dire que vous pouvez le retrouver le 4 avril. On fait un spécial démarrer en franchise avec les experts, le financement, l'étude de marché, l'analyse du DIP. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le business plan, ça c'est le 4 avril. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, je devrais le dire à la fin, mais il est là, profitez-en. On fait un concours qui se termine demain soir et dans ce concours, on peut gagner son étude de marché. Voilà, ou une partie. En tout cas, moi, je remercie beaucoup Nicolas d'avoir éclairé sur ce sujet. Donc, franchise sans local ou pas, il y a une étude de marché. Il faut bien connaître son territoire pour avancer en toute sérénité. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup se prendre en main. Merci Nicolas. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Je laisse quand même ces coordonnées qu'on retrouvera de toute façon dans le document qu'on vous remettra. Non, 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 c'est très. Merci pour Corinne pour cette intervention. Merci à tout le Je t'en monde. prie. Je t'en prie. Merci. Merci Nicolas. Belle Merci, journée. bonne journée. À plus tard. Alors, on va se retrouver. Merci Nicolas. On va se retrouver donc maintenant pour parler un peu plus en concret sur des exemples pour illustrer cette thématique. Alors, je vais donner la parole, me semble-t-il, hop là, je ne sais plus, au service d'Aline, je crois, en premier. Donc, les services d'Aline, c'est une franchise sans local. Ouais. Comment? Oui, oui, tout à fait. Qui est le premier de réseau de conciergerie privée de standing. Là, on est sur le secteur du tourisme, du secteur de la location, de préparer plutôt les lieux de vacances des propriétaires pour les vacanciers. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce marché qui est un marché qui grandit, hein, me semble-t-il, ce marché? Et comment, voilà. Première question, c'est quoi ce marché exactement? À qui vous Alors, adressez? Alors, c'est un marché niche. On a bien conscience que c'est un marché de niche. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, c'est un marché qui évolue bien. Aujourd'hui, on compte une quinzaine de franchisés au sein de notre réseau. Donc, comme vous l'avez dit, nous, on s'occupe, en fait, ça reste du tourisme. On s'occupe de préparer soit le chalet, la villa, en tout cas un bien avant que le vacancier il arrive. Et donc, ça passe effectivement par la case nettoyage. Mais il y a aussi une autre partie, je pourrais dire, pour donner un pourcentage, à peu près 80% de notre activité. Et les 20% restants vont être de la conciergerie à proprement dit, c'est-à-dire puis ça peut englober des demandes du type chef à domicile, babysitting, des choses comme ça. Et vous Voilà. vous implantez, ça c'est stratégique pour vous, que dans Ouais. des grandes villes. Oui. Voilà, les territoires sont assez grands, mais c'est que les villes touristiques qui vous intéressent. Alors, nous, on distingue trois implantations, si vous voulez. On distingue tout ce qui va être littoral, tout ce qui est montagne et tout ce qui est ville touristique. Pour nous, il y a vraiment trois, c'est sectorisé en trois. Mais effectivement, quelqu'un qui nous contacterait pour s'implanter dans le Cantal, bon, bah non, on n'irait pas. Pour rejoindre ce qu'on était en train d'aborder précédemment, c'est-à-dire la notion d'état d'étude de marché, en tout cas, nous, on a fait une étude de marché au niveau national, donc on a déjà une idée assez précise de où on souhaite s'implanter. Ensuite, voilà, des candidats nous contactent, et en fonction du lieu où ils souhaitent s'implanter, si ça correspond avec ce que nous, on a fait comme étude de marché et qu'on sait qu'il y a un potentiel, on y va. Sinon, voilà, on n'y va pas. Est-ce que pour comprendre votre métier et pour le futur candidat franchisé, votre rôle est d'identifier, ou du moins le rôle du franchisé, c'est d'identifier des propriétaires, donc il y a peut-être des techniques hein, que vous leur Oui. proposez, ou Oui. des gestionnaires de biens pour préparer, c'est ça, pour faire, ou des agences immobilières, peut-être, je ne sais pas. Hein, Oui, c'est ça. En clientèle. fait,
Nous, alors chaque franchisé, il travaille avec différents acteurs. Alors c'est à la fois des propriétaires, voilà, qui Mhm, vont nous confier leurs biens. Ça va être aussi les agents IMO, et là beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça mhm. peut être aussi des plateformes, mais cette fois-ci, ça va être des plateformes qui vont avoir le même positionnement que le nôtre, donc un positionnement haut de gamme. Ça va être aussi des résidences hôtelières. Et depuis plus récemment, depuis une petite année, on travaille également avec des hôtels, où là, on va intervenir en revanche pour des dates bien précises en renfort de personnel, mais voilà les différents acteurs avec lesquels on travaille. Alors, par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure, comment vous accompagnez, vous, vos porteurs de projets, pour qu'ils puissent se lancer dans cette activité? On parlait tout à l'heure de territoire, est-ce que c'est important de connaître son territoire? Oui, oui, bien sûr, c'est important. C'est important. Nous, on aide le candidat, en tout cas, quand il décide de se lancer, on l'accompagne pour faire avec lui, en tout cas, on le dirige pour qu'il fasse cet état local de marché. Et effectivement, c'est important, même si, comme l'a dit Nicolas, nous, dans le DIP, il y a un certain nombre d'informations qui sont communiquées aux futurs franchisés. Malgré tout, c'est bien qu'en amont, il fasse l'état local de marché. Moi, je trouve l'exercice à chaque fois assez intéressant parce que je trouve vraiment qu'il y a un avant, un après. C'est-à-dire, quand un candidat décide de se lancer sur un secteur et que nous-mêmes, on sait qu'il y a un potentiel, voilà, ils savent qu'il y a un potentiel, que potentiellement ça peut fonctionner en tout cas. Une fois qu'ils font l'état local de marché, qu'ils ont commencé à identifier les différents acteurs et le nombre qu'il peut y avoir, avec nous, on leur dit le nombre de biens, chaque fois que ça peut représenter, là, il y a vraiment comme comme j'ai dit, un avant, un après. Là, vraiment, psychologiquement, il y a un truc qui se passe. C'est-à-dire là, vraiment, on arrive à mieux se projeter et à se dire, ah oui, ok, oui, donc la zone que je vise représente tant de biens, etc. Donc ouais, l'exercice, il est primordial et vraiment intéressant. Voilà. Alors, en interviewant une des franchisées qui est chez vous, elle me disait on peut avoir une activité à temps plein sur votre métier, mais ça peut être une activité en temps partagé. Ouais. Quel est votre point de vue? Alors, je pense qu'il y a des saisons hautes, ça veut dire, et ma deuxième question, c'est ça, c'est-à-dire que si on est si on est au bord de la mer, donc l'été, c'est voilà, c'est parfait, mais de quoi on vit l'hiver, quoi? Comment ça fonctionne? Alors, il y a effectivement des intersaisons, qu'on soit en montagne, en bord de mer ou même en ville, hein. Maintenant, l'intersaison, on en profite en l'occurrence pour faire du démarchage commercial. Souvent, c'est le cas. Justement, si on veut la saison suivante agrandir un petit peu le nombre de biens dont on s'occupe, et ben, c'est l'occasion de profiter justement de faire du démarchage commercial. Après, voilà, c'est en général, on en profite aussi pour, bah voilà, selon la période, de commencer peut-être aussi un peu son recrutement, contacter les anciens salariés qu'on avait pour savoir qui souhaitent revenir. Voilà, la commande de produits, des choses comme ça. Mais vraiment, je dirais le gros point, c'est le démarchage commercial. Ouais. Alors, dans votre activité, elle est en ligne, on n'a pas besoin donc de local. Est-ce Non, que le franchiseur fait moi j'appelle ça des accords cadres, à toute une négociation avec des réseaux immobiliers, oui. des promoteurs pour aider dès le démarrage, même si on va chercher, bon, il y a le web, mais est-ce que vous avez une action proactive pour le franchisé identifie déjà ou du moins qu'il soit identifié par son implantation par les prescripteurs? Oui, oui, tout à fait. Nous, on a des partenariats nationaux avec certaines enseignes. Et c'est vrai que si ces enseignes sont présentes sur le secteur qui est visé par le candidat, eh bien, il peut effectivement en bénéficier. Et ça, c'est vrai que c'est un avantage et je trouve aussi que c'est assez sécurisant pour quelqu'un qui souhaite se lancer, de se dire, OK, bon, ben, moi, je vais avoir une partie de démarchage commercial où on accompagne d'ailleurs le candidat, mais de savoir qu'il peut démarrer tout de suite avec un certain nombre de biens qui peut lui être confié, oui, c'est sécurisant et rassurant. Ouais. Donc, on a un métier donc, de proximité, de démarchage, et Mm. donc le franchisé qui fait intervenir des personnes, parce qu'il y a quand même une grosse. Alors, on n'est pas dans les services à la personne, mais il y a quand même Non. du nettoyage et de la préparation du logement. Ces personnes qui interviennent, est-ce qu'elles sont salariées du franchisé ou c'est plutôt des prestataires qu'on prend quand on en a besoin? Comment Non, ça non, non. fonctionne Alors finalement? justement, c'est effectivement des salariés. On passe pas du tout pour la partie justement nettoyage et préparation des biens. On passe pas du tout par des prestataires externes. Mhm. C'est vraiment le franchisé qui s'entoure en fait de salariés et qui voilà, qui aura été lui-même en amont formé avec nos propres protocoles et qui transmettra ensuite ces protocoles à ses salariés.
Alors, il y a une question justement, je vais la lire. Il s'agit également de gérer du personnel, agent de nettoyage et trouver des candidats, recruter du personnel. Comment le franchisé contrôle la qualité de la prestation par son employeur? Alors, son employeur, non, il n'y a pas d'employeur là. Ouais. Employé, après c'est Employé, passé. oui. Alors nous, il y a un certain nombre, comme quand on rejoint une franchise, un certain nombre d'outils qui sont remis en fait aux franchisés. Et il a notamment, le franchisé bénéficie d'une checklist pour justement contrôler avec plein de points de vigilance pour contrôler le bien après chaque intervention. Donc il va faire lui ou qu'il va confier à son ou sa gouvernante ou à un chef d'équipe, mais en tout cas, il y a vraiment des documents qui existent pour appuyer dans ce sens. Ok. Et là, alors, après, on rentrera dans le vif du sujet sur votre accompagnement, mais on va répondre quand même à la question, est-ce qu'on peut sous-traiter au lieu d'embaucher des Non, personnes? non, 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 c'est vraiment, en fait, pourquoi? Parce que le risque, c'est de perdre notre savoir-faire. Et puis, donc déjà, et puis potentiellement, j'irais même au-delà, c'est-à-dire de perdre potentiellement aussi les clients. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait auto-entrepreneur, qui aurait un peu le même type d'activité et qu'on emploierait pour venir en renfort, il peut aussi piquer, pardon, j'emprunte ce mot, mais piquer les clients du franchisé. Donc il y a un réel risque. Donc non, non, on passe pas par de la sous-traitance. Donc, en tout cas, on est dans une franchise de conciergerie avec une variété de produits ou de services à vendre, sachant que le plus gros, c'est quand même la propreté et le nettoyage Ouais. du lieu. Et Oui. donc, vous, on viendra après sur l'accompagnement. Vous vous développez que dans des zones bien touristiques. Je pense qu'avec, j'espère, les JO, est-ce que vous pensez que ça va développer votre activité? C'est bientôt, mais… Eh bien, en tout cas, on espère que ce soit une conséquence directe des JO ou pas, on verra, mais en tout cas, on espère, oui, continuer en tout cas sur ce même rythme. Ouais. Est-ce que depuis, j'ai lu que le tourisme reprenait post-Covid, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Il y a de plus en plus de personnes qui partent en congé et qui ont envie de passer un certain temps, que ce soit à la montagne. Ouais. Alors, oui, après Covid, on a vu un réel engouement pour la montagne. Clairement, alors qu'en revanche, sur le littoral, c'était, en tout cas, surtout sur la région PACA, c'était moindre. Donc ça, oui, on l'a observé. Ce que je peux dire, alors qui répond pas vraiment à votre question, mais pour rester sur le point Covid et nettoyage, c'est qu'il y a eu en tout cas, Oui. une exigence beaucoup plus accrue aussi des différents acteurs avec lesquels on travaille au niveau de la propreté des lieux. Alors ça, c'est indéniable, vraiment. Ça, c'est vraiment ouais, accentué. Et puis, oui, après, voilà. Voilà. Après, est-ce qu'il y a… Oui, En tout cas, merci d'avoir présenté votre réseau. On va passer au avec deuxième réseau plaisir. avant de vous donner la parole sur la partie formation et accompagnement. Je crois, voilà. Donc, on est maintenant dans l'univers de l'immobilier avec Jacques. Alors, Jacques, agence immobilière digitale. Déjà, j'aimerais que vous présentiez votre concept et puis après, on parlera du marché. Ok. Bonjour à toutes et tous. Alors, notre concept 123webimmo.com, c'est un réseau d'agences immobilières web digitales, donc sans obligation d'agence physique. Aujourd'hui, on existe depuis plus de 20 ans, puisque ce réseau a été créé en 2003, bientôt 21 ans. On a à peu près 80 implantations en France, dirigées par Pourquoi tu dis 50. 50, elle a mis 51? Ah, Oui, oui, non, mais c'est 51 franchisés. Et après, ah on d'accord. a des franchisés qui ont, avec le temps, acheté de nouveaux territoires, puisque ça se développait plutôt bien. Voilà, donc on a des franchisés qui sont multisecteurs, si je puis dire. Voilà. Donc le principe ou le concept, si je puis dire, c'est l'immobilier au meilleur prix. Donc le concept, il repose sur plusieurs piliers. Le premier, c'est des honoraires réduits, justes et équitables. Tous nos franchisés sont des agents immobiliers carte T. C'est important parce que pour exercer ce métier en tant que professionnel, il faut être muni de la carte T. Donc bon, on peut expliquer ce que c'est, mais en gros, c'est j'ai la capacité à pouvoir vendre de l'immobilier et embaucher des salariés et ou des agents commerciaux qui vont pouvoir m'accompagner dans mon entreprise et dans mon agence immobilière. Alors, c'est évidemment une agence immobilière digitale, donc qui n'a pas forcément pignon sur rue, même si depuis quelques années, je reviens sur ce que disait Nicolas tout à l'heure, on a laissé pour certains franchisés la possibilité d'ouvrir des locaux qui ne sont pas forcément des locaux commerciaux d'ailleurs, qui peuvent être des bureaux
plus particulièrement parce que certains, implantés depuis un certain temps, avaient, avec une équipe, besoin d'un lieu de rendez-vous ou un lieu d'échange avec leurs collaborateurs, mais pas toujours dans un but d'aller capter du B2C, donc du client en direct. Bon, néanmoins, aujourd'hui, sur les 51 franchisés, vous avez une douzaine de franchisés qui ont pignon sur rue. Voilà, mais ils l'ont fait vraiment avec le temps. Sous-entendu, pour certains, ça faisait déjà 10 ans qu'ils faisaient ce métier en home office. Et puis, ayant constitué une équipe, ils ont senti le besoin de créer un point de vente physique. Bon, puis ça a permis aussi d'asseoir une certaine notoriété pour eux en local. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on fait de l'immobilier sur tous les métiers de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on vend bien entendu d'abord de l'ancien, maison, appartement, terrain, mais on vend aussi du neuf, on propose de la gestion locative. Voilà. Et tout ça avec des honoraires réduits juste équitables. Alors, le concept, on s'appelle 1, 2, 3 Webimo, mais en réalité, nous pratiquons des honoraires dégressifs de 3, 2 et 1%, donc, qui sont donc des honoraires compétitifs par rapport à ce que pratique le marché, en règle générale, et nos concurrents. Pourquoi on peut se permettre de vendre un peu moins cher que nos concurrents? Bien, tout simplement, c'est parce que le modèle en tant que tel permet de conserver une rentabilité parce qu'on est une structure légère. Ça a été évoqué tout à l'heure. À partir du moment où vous avez des frais de structure, donc des locaux, vous n'avez pas de frais de structure, pardon, et donc beaucoup moins de frais de locaux, moins de frais de personnel, moins de frais divers et variés liés à un local commercial, eh bien, ça vous permet d'une part d'investir un peu plus dans la com, on va y revenir, mais aussi donc de faire des économies qui se retrouvent finalement importantes et permettent de préserver une rentabilité. Donc, je peux vendre moins cher parce que j'ai des coûts beaucoup moins élevés que mes concurrents. Voilà. Le deuxième point important, c'est que vous l'avez compris, on va nous permettre à nos franchisés de travailler sur un secteur limité de 25 000 logements, hors logements sociaux. 25 000 logements, ça occupe à peu près 6 à 7 personnes sur le territoire. Donc, le franchisé qui démarre peut s'entourer de collaborateurs pour exploiter au mieux son secteur. Donc, c'est un point important parce que même si on est une entreprise du digital et qu'on travaille avec des outils web, on va voir tout à l'heure comment, on fait un métier, on ne vend pas des patates, comme je dis tous les jours, on vend de l'immobilier, on vend des projets de vie. Et cette notion de proximité avec les clients, donc physique, elle est essentielle. Parce qu'on va rencontrer des propriétaires qui vont vouloir vendre un bien, qui vont peut-être vouloir racheter. On va rencontrer des acquéreurs potentiels qui vont vouloir acheter un bien. Là encore, c'est un investissement important. C'est fait partie des plus gros investissements d'une vie. Et donc, on a besoin de conseils, on a besoin de proximité. Et donc, cette notion de proximité pour nous est essentielle et très importante. Voilà, donc ça fait partie d'un des piliers importants. Et puis, entre guillemets, on a aussi volonté que nos franchisés soient rentables. Donc, on va les accompagner dans toute la démarche qui a été évoquée, hein, c'est-à-dire au moment de la création, on va travailler avec eux, quel que soit le candidat, on va travailler avec eux sur le projet en tant que tel. Ça a été largement dit tout à l'heure. C'est quoi l'étude de marché? C'est quoi le potentiel de marché? C'est quoi le plan de communication? C'est quoi le plan d'action qui va être mis en place? Tout ça, ce sont des questions qu'on va poser d'ailleurs aux franchisés potentiels, mais on va surtout l'accompagner dans la création de cette démarche-là, dans la création de ce business plan, même si, comme ça a été évoqué, on ne fait pas le business plan à la place du franchisé, mais par contre, on l'accompagne dans la création de ce business plan parce qu'évidemment, il y a des indicateurs qu'il ne maîtrise pas toujours et qui est essentiel de pouvoir lui donner pour construire ce projet en tant que tel. Voilà. On va revenir sur la partie accompagnement. Moi, il y a une question qui est posée parce que vous êtes passé vite. Et après, j'aimerais que vous parliez du marché. C'est quoi? Vous pouvez préciser, parce qu'il y a peut-être des personnes en reconversion qui ne sont pas du métier de l'immobilier. Est-ce qu'on peut rentrer et vendre de l'immobilier si on n'a pas cette carte ou est-ce qu'il y a des équivalences? Alors, non, on ne peut pas vendre de l'immobilier si on n'est pas carte T. Bon, donc oui, il faut un niveau d'études, alors avec des équivalences bien entendu. En général, c'est des gens qui ont fait au moins du droit ou du commerce. Voilà, donc tout ça, on l'analyse avec eux, on le vérifie avec eux. Et puis, qui plus est, aujourd'hui, ils peuvent se renseigner auprès de la chambre de commerce et de l'industrie qui va leur dire s'ils sont éligibles ou pas à la carte T, déjà. Si ce n'est pas le cas, nous avons chez nous des solutions. On propose aussi des solutions pour accompagner le franchisé dans un premier temps, d'accord, où il ne va pas forcément démarrer en tant que franchisé, mais il va commencer à exercer le métier. Et pourquoi pas, nous, l'accompagner dans la création commune, d'accord, de sa franchise future,
puisqu'on va porter la carte, si je puis dire, au démarrage de son activité, pour que le temps qu'il fasse cette formation afin d'obtenir sa carte, et une fois qu'il a sa carte, eh bien, il devient franchisé. Donc, vous êtes associé au démarrage, si je peux me On permettre. peut le faire, voilà. Ça, Voilà, bon, vous avancez avec lui au démarrage et après, il voilà, prend les aides. absolument, en fonction, je dirais, de son profil, de son projet, etc. Mais on va l'accompagner pour qu'il devienne un jour franchisé s'il n'est pas éligible à cette carte T. Alors, il y a un autre point que je voulais ajouter, si je puis me permettre, par rapport à l'efficacité du modèle, c'est que on a parlé tout à l'heure de rentabilité, on a parlé de coûts et donc d'investissement en termes de com, puisqu'à partir du moment où je n'ai pas de locaux, ça a été dit, il faut absolument que je me fasse connaître, alors soit en B2B, en constituant un réseau hein, d'apporteurs d'affaires, si je puis dire. Donc ça peut être évidemment tout type de partenariat, des artisans, des commerçants, enfin, etc., etc. Mais il y a aussi cette notion de je dois de me faire connaître, de la notoriété. Donc la partie communication, elle va être importante. Importante à la fois sur un plan physique, pour acquérir de la notoriété, hein, c'est de la publicité sur les journaux, c'est des panneaux, faire du sponsoring dans les associations, éventuellement sportifs, etc. Pourquoi pas faire des stands, souvent, enfin, c'est ce qui se pratique chez nous, des stands dans des supermarchés pour capter du contact, pour proposer des estimations gratuites. Et il y a la partie digitale. Cette partie digitale, elle n'est pas négligeable. Et là, c'est là où on accompagne nos franchisés à plusieurs niveaux. Le premier, c'est qu'on a une centrale d'achat. Alors, Jacques, excusez-moi, mais on va parler de l'accompagnement après. Je voudrais juste présenter Léo. Mais D'accord, si pardon. vous pouvez juste. Non, non, mais je sais que vous êtes très enthousiaste et je comprends. Mais il y a une grosse partie après sur l'accompagnement. Juste finissez votre phrase, je vous remercie. Non, Et ce que je ça voulais fait dire, c'est que cette partie digitale est importante derrière en termes d'accompagnement oui. parce que c'est aussi un des leviers de business. Et c'est d'ailleurs l'origine de notre franchise, si je puis dire, qui est important. Et là, je pourrais peut-être plus détailler tout à l'heure. Oui, exactement. Juste moi, le marché, on s'est posé, je vous ai même appelé pour ça. Qu'en est-il vraiment du marché, vous qui êtes au cœur? Est-ce que l'immobilier, on a marqué plus 15% par an d'augmentation. Est-ce que c'est une valeur refuge aujourd'hui? Alors, c'est pas plus 15%, tout à fait, mais bref, oui, ça reste une valeur refuge. Alors, vous voyez, ce matin, j'écoutais encore la radio et qu'est-ce que j'entends? J'entends qu'on est à un taux d'épargne à 18%, donc les gens épargnent et voilà. Et dans l'épargne, eh bien, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent investir dans l'immobilier. Alors, de manière transparente, le marché, on parle de crise. Quand on écoute tous les médias, on parle de crise. Attention, oui, le marché a ralenti dans 2023 par rapport à des années exceptionnelles qu'on a connues post-Covid. On parle de 2021-22, des années un peu Oui. atypiques, si je puis dire. Alors, bien entendu, quand on faisait 1 million de transactions en 2021, pardon, 2022, on va en faire à peu près, on en a fait 860 000 l'année dernière. On est sur une tendance à 850 000 en 2024. On peut se dire, oula, oula, ça a baissé, ça a baissé. Oui, ça a baissé, mais j'ai envie de dire, pas de panique. Pourquoi? Parce qu'on revient sur un marché normatif. Si on regarde le volume des transactions au cours des 20 dernières années avant Covid, on était sur ces niveaux de transactions, sur ce niveau de volume. Donc on revient à quelque chose de normal. Alors évidemment, on a le sentiment que ça baisse. En même temps, je vais vous dire, c'est un bien, enfin, c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que post-Covid, on a eu un regain, une volonté de beaucoup de Français de devenir propriétaires et surtout propriétaires de maisons, d'appartements avec grande terrasse, enfin, etc., parce qu'après après le confinement, il y a eu cet engouement-là. Ça a fait monter les prix, beaucoup, d'ailleurs parfois de manière un peu délirante. Et aujourd'hui, bien ouais, le marché a ralenti parce que d'une part, bon, on connaît la crise en Ukraine, on connaît l'augmentation des taux, enfin l'inflation, tout ça, ça fait que, bref, euh, il y a moins d'acquéreurs en capacité d'acheter. Il y a eu moins d'acquéreurs en capacité d'acheter. Les choses reviennent à la normale puisque les taux sont en train de rebaisser. Donc, j'aurais de dire, pas de panique, hein. Et nous, on est même plutôt confiants. 2024 est une année de transition. 2025-26 va repartir. Pourquoi je dis ça? C'est extrêmement important parce qu'il faut savoir que l'immobilier reste une valeur refuge, mais au-delà de ça, l'immobilier est essentiel. On a besoin de loger les Français. Et structurellement, on manque de logements en France. Et ça fait 25-30 ans. C'est-à-dire qu'il manque en moyenne, chaque année, 150 000 à 200 000 logements qui ne sont pas construits. Parce que par rapport à la demande et par rapport aux besoins. Et on est, j'irais envie de dire aujourd'hui, et il suffit de regarder un petit peu autour de soi,
trouver un logement à louer aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, quelle que soit la métropole. Voilà. On est dans une crise de logement dans le sens où on manque de logements à vendre et à louer. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Que évidemment, on est entre guillemets, dans le creux de la vague en ce moment parce que, oui, les prix vont baisser et il faut qu'ils baissent, mais en même temps, il reste encore 850 000 transactions à traiter chaque année. Et j'ai envie de dire, il y a de la place pour aller les chercher. Voilà. Donc, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux investir lorsqu'on est au creux de la vague plutôt qu'au haut de la vague. Donc, c'est maintenant, à mon sens, que s'installer dans l'immobilier, ça a du sens parce que, évidemment, sur ce marché cyclique, eh bien, on sera probablement dans une phase où on va pouvoir prendre le train en marche, un train qui va évoluer puisque, mécaniquement parlant, le marché repartira de toute façon, quoi qu'il arrive, parce que les Français ont besoin de se loger, quoi qu'il arrive. Merci Jacques. Alors, on va passer maintenant à l'ITA Espresso. On est dans complètement un autre domaine. On est sur le marché de la pause café. On est plutôt vers une clientèle d'entreprise, si je ne me trompe pas. Est-ce que, Léo, vous pouvez vous exprimer et nous expliquer ce que c'est? D'abord, ce marché, comment vous avez eu cette idée qui est un peu, moi, je trouve originale, d'aller sur cette pause café dans les entreprises? Qu'est-ce que vous avez détecté pour développer une franchise sur ce sujet? Donc, merci. Donc, moi, je suis entrepreneur depuis mon plus jeune âge, depuis 20 ans. Donc, je me suis constitué un réseau d'entrepreneurs et je connais très bien le tissu entrepreneurial français euh, pour y avoir pratiqué différentes activités. Aujourd'hui, ce qui ressort essentiellement, c'est que on est dans des démarches de qualité de vie au travail, on est dans des démarches de marque employeur, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter, à fidéliser leurs collaborateurs. Donc, en fait, l'espace de pause ou l'espace a été multiplié par 4 ou 5 dans les dernières années en termes d'espace. Donc nous, en fait, on intervient dans cette démarche de qualité de vie au travail, dans cette démarche de marque employeur. On vient accompagner les entreprises avec un positionnement différenciant. On est sur un marché à très fort potentiel. Il y a déjà de très gros acteurs implantés, mais ce sont des acteurs qui sont plutôt vieillissants. Ce sont des mastodontes qui n'ont pas forcément la même approche que nous. Nous, on se différencie selon 3 axes. En fait, on a un axe qualitatif. Donc, on travaille avec un meilleur ouvrier de France qui nous a accompagnés dans la création de nos recettes de café. Un axe développement durable. On arrive avec des solutions qui sont environ 70% moins impactantes que les solutions actuelles. Et un axe proximité avec notre réseau de franchise. Aujourd'hui, dans le marché du café en entreprise, il y a 2 insatisfactions majeures. C'est la qualité des produits et c'est le service de proximité. Donc nous, on a voulu créer un réseau de concessionnaires et d'entrepreneurs engagés, indépendants, qui vont venir amener ce service de proximité avec leur réseau, qui vont tisser un réseau local et qui vont amener ce service de qualité et de proximité aux entreprises. Alors, qu'est-ce que vous offrez aux entreprises? C'est du consommable, mais c'est aussi les machines et tout. Voilà. Si demain je Donc, suis entrepreneur chez vous, je vends quoi? Donc, en fait, nous, on va vendre des corners café en entreprise. Donc, ça va du mobilier, de la machine à café. On peut mettre des monnayeurs dessus. On peut mettre des paiements par CB. Vraiment, on adresse à l'entreprise qui fait 5 cafés par jour, même si c'est pas la plus intéressante, au stade de foot qui fait 1000 cafés par heure. Donc, on sait répondre à 360 degrés sur le marché du café. Donc, c'est vraiment la solution café dans sa globalité. C'est un service que l'on vend. C'est pas une machine, c'est pas du café, mais c'est vraiment le service qui englobe la machine, le service, le café, tous les consommables qui vont autour. On propose également les fontaines à eau qui vont aussi à côté dans l'espace de pause. On a une gamme de thé. On a également, on est en train de développer toute une gamme de snacking. Donc, on va vraiment intégrer l'espace de pause et de convivialité dans l'entreprise. Voilà. C'est ça votre différence avec les industriels qui amènent des bonbonnes d'eau ou les machines à café là, qu'on connaît où on appuie sur un bouton. C'est ça la différence, c'est tout le packaging qui est autour. Oui, c'est la qualité et le service essentiellement. Donc nous, je vois la question dans le chat de Natalia. Donc nous, en fait, notre franchisé va mettre en place un corner café, donc la machine, le meuble, etc. Il va s'occuper de la livraison des cafés. Ça permet de créer le lien aussi
avec les clients et d'entretenir ce lien, de fidéliser nos clients. Et également, il va s'occuper du petit entretien de la machine, c'est-à-dire du nettoyage, de la tenir en bon état de fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans les entreprises, souvent, c'est que c'est une seule personne qui s'occupe de l'entretien de la machine. Donc, du coup, les machines ne sont pas entretenues et donc, elles tombent en panne régulièrement. Donc, nous, voilà, notre différence, c'est vraiment ce service que l'on amène. Et après, quand les machines tombent en panne, on a un service technique qui peut intervenir à peu près partout en France. Alors, vous surfez sur la vague de la RSE et du bien-être au travail, hein, c'est vraiment d'actualité aujourd'hui. Et je pense que vous avez raison, il y a beaucoup de. J'étais encore chez un de mes clients qui est Midas qui me disait on vient d'installer, je vous le dis au passage, on vient de tout changer dans l'espace bien-être. Euh, Moi, si je comprends bien, si demain je suis entrepreneur chez vous et je vends ce concept, je récupère, donc il y a du consommable, donc ça veut dire que le chiffre d'affaires, une fois qu'il est rentré avec la base, il y a du récurrent qui rentre tout de C'est suite? c'est la, c'est la force de notre modèle, en fait, c'est la récurrence. C'est-à-dire que nous, on a un business model et un business plan qui est vraiment, qui fait effet boule de neige parce qu'on commence à rentrer des clients. Et ces clients, par exemple, si on rentre 5 clients dans le premier mois, ben, le deuxième mois, on a déjà le chiffre d'affaires récurrent du premier mois qui vient s'additionner aux nouveaux clients qu'on rentre sur le mois 2. Donc, ça permet d'avoir un business model qui est prédictible, donc de recruter, donc de créer une agence, parce que nous, au début, oui, on est 100 local, mais on va dire que nous, sur nos 40 franchisés, sur les 3 dernières années qu'on a développées, on a les 10 premiers qui commencent à recruter, qui arrivent à atteindre un chiffre d'affaires à peu près en récurrence entre 300 et 400 000 euros sur la troisième année. Donc là, ils recrutent pour justement aller entretenir ces machines. Donc, ils recrutent quelqu'un qui va livrer, qui va entretenir et ils prennent des petites agences pour recevoir leurs clients, pour faire un petit showroom et pour s'offrir aussi, eux aussi, une qualité de vie au travail, parce que travailler chez soi, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça devient ça peut vite devenir chronophage et on a du mal à faire la séparation entre vie privée et vie personnelle. Et puis nous, au bout d'un moment, il y a du stock aussi. Quand on a un volume d'affaires, un volant d'affaires important, donc c'est beaucoup plus confortable d'être dans un local à terme. Voilà. Alors justement, c'était la question, vous l'avez dit, le stock, c'est-à-dire que si je tourne, est-ce qu'ils vous contactent au siège et vous les livrez? Est-ce qu'on doit avoir un minimum de café, des machines et des meubles? Comment ça se passe? Il y a un minimum de stock en fait sur la partie récurrence, mais après les machines, les meubles, enfin les gros investissements sont livrés à la demande. Et on a également même des systèmes de location. Donc on a une société de location en interne qui s'appelle l'Italise, qui permet d'amener des solutions de financement et d'accompagnement sur la trésorerie à nos franchisés. Alors, tout à l'heure, on parlait d'études de marché avec Nicolas. Dans votre cas, on ne s'adresse pas aux particuliers, mais aux entreprises. Donc, les zones sont assez larges ou ça dépend des villes? Mais en Comment fait, nous, on travaille avec Territoire et Marketing, hein, donc on Ah, travaille avec Nicolas et on a des zones en fait qui sont prédéfinies et qui sont équitables partout en France avec un potentiel de 35 000 entreprises qui sont dans notre cible. Donc ça laisse un potentiel. Nous, notre ambition et tout ce qu'on met en place, hein, on en viendra après peut-être sur l'accompagnement. On accompagne oui, nos oui, franchisés. juste après. Au début, c'est vraiment pour créer des clients. Et après, on va les accompagner à devenir entrepreneurs, à recruter, à prendre une agence, donc sur l'organisation, sur la partie RH, etc. Et notre ambition sur une zone, en fait, c'est d'accompagner nos franchisés à un chiffre d'affaires d'1 million, 1,5 million. Donc, l'avantage de notre concept, c'est que quand vous avez une société avec un chiffre d'affaires récurrent qui fait 1 million, 1,5 million, vous avez des sociétés et un fonds de commerce qui vaut de l'argent. Donc, voilà, il y a aussi, quand on crée une entreprise, il y a la rémunération instantanée, mais il y a aussi la rémunération à plus long terme. Si un jour on veut céder son entreprise, partir sur autre chose ou à la retraite, pourquoi pas, et bien nous, on a un modèle où on peut vendre le fonds de commerce parce qu'il y a des contrats, il y a de la récurrence, donc ça en fait un modèle qui est intéressant. Voilà. Mais Donc, encore une fois, je rebondis juste sur ce que vous me dites. C'est important, c'est que les gens ne le savent pas. Et merci Léo pour l'avoir dit. C'est le cas dans votre activité. Mais la franchise, on oublie, mais c'est du patrimoine. Puisque, ben oui, en fin de compte, mais non, mais les gens ne savent pas ou ils n'y pensent pas. C'est que si vous investissez dans une franchise, vous pouvez démultiplier
votre chiffre d'affaires en ayant plusieurs agences. Et puis, le franchiseur sera à vos côtés si vous partez, puisque lui, son intérêt, c'est de vous remplacer. Donc, c'est du patrimoine. Voilà, ça se crée et ça se développe et c'est une richesse. Merci Oléo de l'avoir. C'est une véritable valeur. Mais bon, avant d'en arriver là, et Oui. Nicolas a beaucoup insisté là-dessus, et moi j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on n'est pas là pour vendre du rêve. Le métier d'entrepreneur, c'est pas le choix de la facilité, c'est dur, il faut travailler. Nous, on a une partie commerciale, donc là, il faut être en mesure de se vendre et d'avoir une forte activité commerciale. Donc avant de vendre son entreprise, il y a quand même différentes étapes. Les 2 premières années, il y a un gros travail à faire pour aller développer sa clientèle, avoir de la visibilité, donc de la publicité, on accompagne là-dessus aussi, mais vraiment mettre en place de la visibilité pour après passer à un stade de crédibilité et après transformer ses clients auprès de qui on est crédible en clients. Alors, juste une dernière question sur votre positionnement éco-responsable. Alors, est-ce que vous êtes, entre guillemets, excusez-moi, mais unique sur votre marché avec cette logique éco-responsable ou c'est compliqué de vendre, même si c'est dans l'air du temps, Alors, quels sont vos avantages? aujourd'hui, moi, j'ai commencé cette démarche juste avant le Covid. Et en fait, le Covid a accéléré toute cette démarche et cette attente du marché. Donc, avant le Covid, on était un peu en avance. Et après Covid, toutes les entreprises, tous les concurrents ont commencé à parler d'éco-responsabilité. Mais il y en a beaucoup, en fait, qui sont dans une démarche d'éco-responsabilité, mais c'est le service marketing qui s'occupe de l'éco-responsabilité. Aujourd'hui, nous, dès le début, on a pris une agence d'éco-conception qui a étudié le cycle de vie d'une tasse de café. Et en fait, via de l'innovation et de l'éco-innovation, on va venir réduire cet impact à chaque étape du cycle de vie. Que ce soit la culture de café, on a créé notre filière de café vert, le transport, on est en train de travailler avec des voiliers cargo pour ramener le café. Aujourd'hui, on a créé notre unité de production et notre torréfaction qui est unique en Europe, qui fonctionne avec une énergie. Alors, on va le lancer dans quelques mois en partenariat avec un meilleur ouvrier de France. Donc, tous nos cafés seront labellisés meilleur ouvrier de France. Et on a un outil de production qui, en termes d'énergie de production, est unique en Europe. On l'a développé après 2 ans de R&D. Donc, nous, c'est une vraie démarche. L'éco-conception est une vraie démarche et c'est pas du greenwashing, quoi. C'est vraiment. Donc, on a 5 ans d'avance sur nos concurrents à peu près sur toute cette partie. Alors, on a fait le 14 mars, dans le cadre des 30 jours, une conférence justement sur l'importance de la RSE. Aujourd'hui, ça a vraiment le vent en poupe. Comme vient de le dire Léo, c'est pas un effet de mode, c'est vraiment, pour certains, ça fait partie de leur ADN. Je vous invite vraiment si vous êtes intéressé, à creuser avec Léo sur ce sujet. En tout cas, Voilà, vous le voyez, nous, on est labellisé par BPI France, on est coq vert, on est accompagné par l'ADEME. voilà. Et c'est Voilà, important aussi. c'est une Ouais, vraie démarche, quoi, hein. voilà, et c'est important aussi, j'ai découvert ça, je ne savais pas, pour le banquier, d'accompagner aussi des enseignes qui sont dans cette logique et d'accompagner les créateurs d'entreprises qui rejoignent des Et enseignes pour, et dans pour cette les démarche clients éco-responsable. pour les clients avec du gros volume, les grands comptes, etc., c'est essentiel dans leurs critères de choix. Oui. C'est-à-dire, par exemple, je prends le cas d'un gros centre d'énergie atomique qu'on a accompagné dans le changement de machine, hein, donc c'est une institution de l'État. Il y avait ces critères de choix. Bon, on amenait du service, on amenait quelque chose de différent, mais notre proposition était un peu supérieure en termes de prix. Ils nous ont dit, mais on veut travailler avec vous par rapport à votre démarche. Donc, c'est ce qui permet aussi de sortir du prix et d'avoir une activité qui est rentable. Nous, on a une marge à peu près brute chez nos concessionnaires qui est de 50% et un EBE qui est à peu près pour nos concessionnaires de 20%. Donc, c'est des entreprises qui sont rentables et qui ont une vraie valeur in fine. Alors, merci pour vos présentations un peu longues, mais c'était intéressant de connaître vos activités. Je vous remercie si vous pouvez continuer à poser des questions. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Et là, ce sera un jeu de questions-réponses à vous trois. Quand on veut rentrer dans une franchise, des personnes qui sont là sont peut-être en reconversion, ne sont pas des spécialistes de l'immobilier, de la pause café ou encore du tourisme. Alors, comment on peut changer de vie? Comment on devient franchisé et qu'on apprend votre métier en termes de formation initiale et formation continue? Je vais vous poser la question à tous les trois. Jacques, vous l'avez dit tout à l'heure, soit je suis dans l'immobilier et je suis un professionnel, soit vous accompagnez des personnes qui s'intéressent à ce marché. Comment ça se passe la formation chez vous? Bah, la formation, c'est une formation, j'ai envie de dire, classique au métier. C'est-à-dire qu'on part de zéro. Et d'ailleurs, nos franchisés suivent la même formation que leurs collaborateurs qui seront conseillés demain.
pour deux raisons. La première, c'est que s'ils ne connaissent pas ce métier, il faut qu'ils l'apprennent. Donc, c'est une formation sur une semaine au départ. Et puis après, il y a des formations, il y a tout un parcours de formation. Parce que nous, on a notre propre centre de formation Calliope, agréé. Et donc, on propose à nos franchisés, mais aussi à leurs collaborateurs, un accompagnement en général sur 3 années. Ça s'étale, donc ça peut représenter la première année une 50aine d'heures de formation, là encore étalé dans le temps parce que c'est quelque chose de progressif. Se former, c'est bien, mais mettre en action, c'est mieux. Parce qu'on sait que dans toutes les formations, 20% sont retenus. Donc, ce qui est très important, c'est surtout qu'ils soient formés, ils mettent en pratique, et ensuite, on va accompagner le franchisé et ses collaborateurs dans d'autres modules pour qu'ils montent en compétences. Donc, au-delà de la formation, j'aurais de dire théorique et mise en pratique, il y a chez nous du coaching. C'est-à-dire qu'on va accompagner chaque franchisé pendant au moins les 3 premiers mois à raison d'une demi-journée par semaine, d'accord? Et ensuite, s'il estime en avoir besoin encore, on renouvelle pour 3 mois supplémentaires. Donc, il y a un accompagnement au démarrage sur plein de sujets, parce qu'il y a le métier, mais il n'y a pas que le métier. Entreprendre, c'est pas que ça. On l'a dit tout à l'heure, c'est communiquer, c'est recruter, etc. Donc, au-delà du savoir-faire qu'on met à disposition, bien entendu, cet accompagnement, il est indispensable. Alors, selon le niveau de compétence ou d'historique, si je puis dire, du franchisé, la demande d'accompagnement sera plus ou moins importante, bien entendu. C'est pour ça qu'on s'adapte et j'ai envie de dire, on répond à la demande, même si on impose, si je puis dire, le coaching dans une première phase. Au bout de 3 mois, si le franchisé semble ne plus avoir de besoin, il exprime et on ne va pas plus loin. Maintenant, si on sent que c'est toujours un peu laborieux, nous, on va continuer de l'accompagner à raison d'une demi-journée par semaine. Voilà. Donc, c'est permettre de faire le point d'une semaine à l'autre sur le plan d'action, tout simplement, parce que il faut que ce soit très opérationnel. L'important, ça a été évoqué tout à l'heure, monter une entreprise, il faut du temps. Il faut du temps pour se faire connaître. Donc, faut pas, comme on ne vend pas du rêve, comme ça a été dit. Ça se fait pas en claquant des doigts. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement. Alors, d'investissement de temps chez nous, puisque finalement, il y a peu d'investissements financiers ou matériels, si je puis dire, importants. Mais toute cette phase de première année, voire de deuxième année, de montée en puissance du point de vente ou du secteur est essentielle. Je vous remercie. Je vous remercie. Léo, votre formation, est-ce que vous aussi, il y a une formation initiale? Est-ce qu'elle se passe au siège et après, j'allais dire chez les franchisés? Ben non, puisque c'est sans local. Alors, Donc, comment ça se passe? Alors, en fait, si, donc il y a une première semaine de formation au siège. Vraiment, l'idée, c'est de donner les basiques et de pouvoir commencer à aller chercher des clients et à se faire connaître, donc à poser un plan d'action, poser les premières bases. Donc ça, c'est la première semaine. La deuxième semaine, il y a des formations en visio. Et on a également un accompagnement à peu près d'une demi-journée en visio par semaine pour accompagner nos franchisés. Ça dure à peu près, effectivement, on a à peu près les mêmes ratios avec Jacques. 3 mois pour ceux qui vont dans un timing normal. Certains ont besoin de 6 mois, mais on estime qu'à partir de 6 mois, on a des gens qui sont autonomes. Mais ça n'empêche pas qu'on a à peu près 4 visios de formation par mois sur des produits, sur des nouveautés, sur d'autres choses. On a du coaching commercial pour les nouveaux en permanence. Donc, c'est 2 fois par mois avec un coach commercial, on va dire, sur la première année. Et après, ça passe à 1 fois par mois. Mais après, on passe aussi avec des coachs qui vont faire de la gestion d'entreprise, donc organisationnelle, RH, financier, sur différents sujets pour accompagner nos franchisés à devenir chefs d'entreprise. On a également un centre de formation, l'ITA Academy, qui est avec Calliope. Donc, pareil, comme Jacques, on a vraiment ce sujet-là. L'idée est de pouvoir récupérer les budgets OPCO de nos franchisés pour pouvoir former nos franchisés ou leurs collaborateurs. Donc, sur le long terme. Alors, et c'est cette partie d'accompagnement, mais le métier, est-ce vous les formez au métier? Est-ce que au produit lui-même? Alors, je ne parle pas des meubles, mais Ils sont formés en permanence. Ils sont formés en permanence via des visios. On a un campus, là, dans 15 jours, on a un campus formation qui se tient 1 fois par an où on a 2 jours de formation avec des fabricants, des choses comme ça. 6 mois après, on a encore en septembre, on a un autre séminaire sur 2 jours de formation. En fait,
ça ne s'arrête jamais Ça en s'arrête fait. jamais. Ok. C'est de la formation continue, que ça soit en e-learning. On a également un intranet qu'on a appelé un mémo, où il y a de la formation e-learning en permanence qui est à disposition. Donc, on accompagne en permanence, c'est la clé de la réussite. Parce qu'en plus, vous avez, bon, ça fait partie du guide, vous avez des arômes, je pense, et puis il y a des produits qui se renouvellent, il y a peut-être une gamme, je sais pas, j'y connais rien, Oui, mais ben une on a gamme des de produits. machines, on a de la technologie, donc forcément la technologie évolue, les gammes de machines évoluent, euh, le marché évolue, on s'adapte en permanence. Puis nous, on a une société où on va quand même plutôt vite, donc on s'adapte. Nous, on part du postulat du marché. Et aujourd'hui, le Lita d'il y a 4 ans n'est pas le Lita d'aujourd'hui, et dans un an, on sera encore différent. Parce qu'en fait, le marché bouge vite aujourd'hui, et donc et c'est aussi les aptitudes que doit avoir un entrepreneur et un franchisé, c'est d'être flexible, de pouvoir s'adapter au, au marché et aux demandes des clients. Voilà. Merci en tout cas. Et pour clôturer, nous, on prend personne qui vient du marché du café. Donc, c'est-à-dire qu'on refuse toutes les personnes qui ont une expérience dans le café. Nous, on n'est qu'avec des gens qui ne viennent pas de ce marché-là parce qu'on veut le révolutionner, et on pense qu'on ne va pas le révolutionner en appliquant les mêmes méthodes que nos concurrents Alors, ou nos vous concurrents. venez juste dire quelque chose d'intéressant, c'est que souvent les franchiseurs préfèrent des personnes qui viennent pas du secteur, Mhm. parce que c'est vrai que quand on rentre dans un réseau, et je vois Stéphanie hocher la tête, quand on Oui, rentre oui. dans un réseau et qu'on a déjà une expérience, on peut remettre en question, faut être humble, parce que le franchiseur, s'il a monté un modèle économique et que ça fonctionne, il veut vous en faire profiter. Et si vous êtes en conflit avec lui dès le départ, ça peut pas marcher, et du coup, ça ne sert à rien. Et donc, je pense qu'ils me donneront leur point de vue. Ben, justement, Stéphanie, je vous voyais hocher la tête, et je vous laisse enchaîner sur la formation. Alors, juste avant de parler de la formation, moi, j'aurais aimé évoquer d'abord le profil des franchisés parce Oui, que très bien. de dire effectivement quels seraient en fait, en l'occurrence pour notre réseau, les deux profils qui, je pourrais dire, pourraient être avantagés, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé en agence IMO ou quelqu'un qui a travaillé en hôtellerie. Et encore que, enfin, pour moi, à la limite, oui, ce serait les deux qui pourraient être avantagés. Mais sinon, je pars du principe que quelqu'un qui a vraiment cette envie d'entrepreneuriat et cette volonté qui est organisée, etc., il y a aucun problème, il n'y a aucune difficulté pour que ça ne fonctionne pas. Donc déjà, par rapport au profil, je voudrais dire ça. Pour ce qui est de la formation, moi, quand j'échange avec le candidat avant qu'il devienne franchisé, on passe par un certain nombre d'échanges téléphoniques, visio. Il y a aussi de l'immersion terrain déjà qui commence déjà pour être sûr que ça correspond bien déjà à ce que le candidat en avait comme idée. Et ensuite, pour ce qui est de la formation, nous, la formation initiale, elle est de 10 jours. Donc, il y a une grande partie qui est chez nous au siège. Voilà, on va présenter en l'occurrence tous les outils. Il y a de nouveau de l'immersion terrain qui va être intégrée. Il y a aussi de l'assistance pour tout ce qui est démarchage commercial. On va accompagner le franchisé sur ses premiers rendez-vous commerciaux. On peut l'accompagner aussi sur ses premiers rendez-vous de recrutement. Voilà. Et puis ensuite, ben, j'allais dire presque du quotidien. Moi, en plus, comme je suis animatrice réseau, je les ai vraiment très régulièrement au téléphone. Il y a aussi des visites terrain. Il y a voilà, plein de choses qui sont organisées. Alors, on nous pose une question. Est-ce que formation continue ou permanente, deux minutes pour passer à la suite pour tous les trois, gardez la main, Stéphanie. Combien ça coûte à peu près? Est-ce que ça fait partie du package, tout simplement? Oui, oui, la formation fait partie du package. En l'occurrence, les droits d'entrée au sein de notre réseau sont 18 000 euros. Et au sein des 18 000 euros, la formation est intégrée. Oui, Ok. oui, tout à fait. Jacques, pareil chez vous? Idem, idem. Et en plus, enfin, on profite, comme on est Calliope, nous, avec notre centre de formation. Bon, les droits d'entrée financent la formation du franchisé, mais pour ses collaborateurs ensuite, et même pour lui d'ailleurs, on utilise les OPCO qui donnent des budgets plus ou moins importants pour financer des formations continues derrière, quoi. Léo, c'est pareil, je pense. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mhm. Alors, qui dit franchise dit qu'on va vous accompagner. Donc, on démarre par la formation. Une fois que vous avez été engagé, on a parlé de business plan, d'études de marché. Et vous ne savez pas, mais une tête de réseau, ça peut être 10 personnes, comme ça peut être 50. La force d'une franchise, justement, sans ça, vous y allez seul, c'est de pouvoir vous accompagner dans votre développement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà du nombre de personnes, il y a un animateur de réseau. Cet animateur de réseau est un pivot qui vous permet
peut-être de trouver votre posture et vous aider à trouver votre posture entrepreneuriale, mais aussi de faire des remontées aux franchiseurs, mais pas que, de pouvoir communiquer avec vous. Et vraiment, c'est un soutien dans le cadre de votre développement. Quel est le rôle, comment fonctionne chez vous tous cet accompagnateur? Est-ce que il est là dès le démarrage, à l'ouverture, on continue? Pareil, 3 minutes et puis après on continue sur l'accompagnement, Jacques? Ben oui, il est là dès le démarrage, il est même là dès le recrutement, si je puis dire, puisqu'il participe également au recrutement de futurs candidats franchisés. L'avantage, c'est que nous, on est une structure assez légère, puisque on est 5 en fait, hein. Alors 5 opérationnels, mais en réalité, derrière nous, il y a à peu près une douzaine de personnes qui Voilà. travaillent aussi en assistance sur la partie, enfin, qui nous accompagnent sur la partie juridique, commerciale, communication, marketing, bref, etc. Mais au quotidien, on a la chance, si je puis dire, d'être en lien direct avec nos franchisés, mais pas que d'ailleurs, et leurs collaborateurs. Bon, on travaille beaucoup, évidemment, on est dans le digital, donc on travaille beaucoup à distance. On est joignable, voilà. Donc, et l'animateur en particulier fait aussi de la formation. Moi, j'insisterai dans votre domaine, c'est que être indépendante dans l'immobilier, il faut connaître toute la législation, il faut être au courant des évolutions, etc. C'est ça la force d'un réseau chez vous, c'est que Ouais. on appelle la online et on sait, on a les tarifs, on sait tout, on est celui Ah ouais, bah enfin, est évidemment, on suit opérationnel, quoi. l'actualité. Bon, en même temps, encore une fois, on n'est pas des juristes, hein, on fait du commerce, donc on a avant tout des commerciaux. Il faut des bases juridiques, bien entendu, parce que je répète, on travaille dans un métier réglementé, mais tout ça, c'est de la formation. Je veux dire, c'est pas très compliqué, franchement, de manière honnête. Bon, et puis je pense que c'est aussi l'expertise et l'expérience qui fait qu'on monte en compétence assez vite, parce qu'on est confronté à des situations, et c'est là où, bah, quelque part, on intervient nous, parce que dès qu'il y a une difficulté sur une opération, une transaction, que notre franchisé va découvrir parce que c'est la première fois qu'il la rencontre, ben, il peut s'appuyer sur nous pour répondre à son client, répondre à ses vendeurs, répondre à ses acquéreurs, régler la problématique qui peut être juridique ou technique. Voilà. Et c'est très important parce que bah, si vous êtes seul, bah, vous tombez, vous ne savez pas faire. Là, l'avantage, c'est que chez nous, il y a enfin, on a notre expertise avec l'animateur, avec moi, avec la responsable recrutement. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on a un service juridique, on a un service commercial, un service. Et c'est ça la force, je trouve, d'une franchise dans votre domaine, parce que voilà, pour vous et pour les autres en tout cas, c'est d'avoir au cas où vous êtes là. Ah, c'est pas au cas où, c'est même au quotidien. Enfin, là, vous voyez, on a coupé le téléphone ce matin, mais c'est en permanence. C'est-à-dire qu'en permanence, c'est par mail, c'est par téléphone, c'est par visio, enfin, etc. Notre rôle à nous, en tant que franchiseur, c'est pas de faire à leur place, mais c'est d'aider à faire et que ce soit fluide. Donc, Non, mais ce que je veux il n'y a dire, pas que, il y a à la fois la notion d'accompagnement dans la com, dans les outils, enfin, parce qu'on met beaucoup d'outils à disposition, un intranet, enfin, il y a beaucoup d'informations qui est mise à disposition. Mais comme toujours, voilà, on fait un métier d'homme, hein. La communication physique ou à distance est très essentielle. Et c'est pour ça qu'il faut une grande disponibilité, hein, 6 jours sur 7, si je puis dire, vis-à-vis de nos entrepreneurs. Parce que voilà, ils sont dans le business. Et le business, ben, il y a des choses qui sont toujours imprévues, hein. J'ai fait une visite, bah, tiens, j'ai eu telle question, je ne sais pas répondre, ou tel problème. T'en penses quoi? Comment on eh ben, fait? Voilà, c'est hein. exactement ce que je voulais dire au cas où, c'est ce que me disent les franchisés. C'est-à-dire, n'oublions pas, vous êtes un indépendant juridiquement, financièrement, administrativement. Vous allez créer votre société. Ce qui va rejoindre un réseau, c'est un contrat qui va durer de 5 à 7 ans et plus. Et au cas où, ça veut dire qu'ils sont indépendants et s'ils ont besoin de vous, vous êtes là au quotidien, quelle que soit la marque, pour les aider, les épauler dans leur développement. Alors, Stéphanie, alors vous êtes vraiment l'animateur de réseau, c'est le cas de le dire. Oui, c'est ça. Alors voilà, là en direct, on le sait, c'est quoi votre quotidien avec vos franchisés? Ah bah Vous moi, je répondez suis à quoi comme type d'action? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? plein de choses. Vous voyez, encore là, ce matin, j'ai eu un texto d'une de mes franchisées qui m'a dit, je viens de faire un devis, je suis pas très sûre, je te l'envoie, est-ce qu'on peut regarder ensemble? Voilà, typiquement, ça peut être ce genre de demande. Parfois, alors je les ai très, très régulièrement au téléphone, vraiment. Alors je l'ai dit tout à l'heure, hein, je me déplace aussi sur site, hein, parce que je trouve que c'est important aussi. Mais je les ai très, très régulièrement au téléphone et parfois, ils peuvent même m'appeler en ayant eux-mêmes les réponses. C'est-à-dire, souvent, j'ai l'impression que comme dit parfois Aline, qui est donc la fondatrice des services d'Aline, qui dit, en fait, parfois, tu es un doudou. Bah oui, c'est un peu ça, en fait. Parfois, eux-mêmes, ils ont l'impression qu'ils ont besoin d'un conseil, ils vont m'appeler, ils vont tout m'exposer les faits.
Et finalement, ben, la réponse, ils l'ont déjà. Mais ils avaient juste besoin d'en parler et d'avoir comme voilà, une oreille qui va être là et qui Et c'est va pour ça qu'on va valider dans ce la qu'ils vont franchise, dire. hein. C'est pas pour être Ah, mais seul. bien sûr. Voilà. Ouais, Un des mais complètement. problématiques des femmes, parce que Ouais, moi, je suis dans l'entrepreneuriat, c'est le manque de confiance et la peur de ne ouais, pas réussir. Et vous êtes c'est là. ça. Vous êtes là Ouais, pour ben les c'est ça. accompagner. C'est ça. Il y a certains même franchisés qui m'appellent Super Nanny, vous voyez. Ça veut bien dire le rôle d'un accompagnateur. C'est vraiment un accompagnateur. Il doit être là, vraiment présent et aux côtés du franchisé. Nous, on distingue même, je vous dirais, un franchisé junior d'un franchisé senior. Parce qu'on estime qu'un franchisé junior a besoin de beaucoup plus d'accompagnement et de soutien qu'un senior voilà, qui a déjà plus d'1 an d'expérience et qui s'est rodé, quoi. Alors qu'un Alors, junior, oui, il a besoin d'être asuré, justement. alors, on va avancer dans la partie accompagnement. Donc, on a compris le rôle de l'animateur. Léo, vous avez parlé tout à l'heure d'accompagnement technique. Il y a un soutien, il y a un support, voilà, il y a des consommables. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier chez vous dans votre accompagnement? Non, mais de toute façon, l'accompagnement, encore une fois, la formation, c'est bien beau, mais il y a plusieurs métiers à apprendre. Il y a le métier d'entrepreneur, il y a le métier du café en entreprise. Donc, ça fait deux métiers à apprendre. Et en fait, ben, comment on le fait, même si les formations initiales sont bien, bel et bien présentes. Jacques le disait, une formation, on en retient 20%, ce sont des stats de chez Calliope. Et, et aujourd'hui, ce qui marche, c'est avoir de l'activité et être présent au quotidien via l'animateur réseau. Euh, et ben voilà, on rencontre des problématiques, on rencontre des choses, et c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, c'est entre 3 et 6 mois le process de formation. Parce que ceux qui ont beaucoup d'activités vont apprendre beaucoup plus vite parce que tout simplement, ils vont rencontrer beaucoup plus de situations que les autres. Et, euh, et voilà, donc voilà ce que je peux vous dire. Par contre, Corinne, j'avais noté 10h30 la fin, je suis désolé, donc je vais Ouais. devoir partir. Je Juste m'excuse. alors, je vais vous poser la question avant que vous partiez. Combien coûte l'accès à votre franchise? Alors nous, en fait, on a un pack de départ qui inclut le stock. Donc c'est un pack de départ à 30 000 euros. Ça inclut 10 000 euros de stock. Donc on a une marge brute à 50%. Donc en fait, si vous revendez ce stock, ça vous fait 20 000 euros. Donc il y a un ROI rapide. Après, il y a une partie 5 000 euros de formation, 5 000 euros de pack visibilité. C'est la communication qui est intégrée sur les 3 premiers mois. Et après, il y a une communication, un budget communication qui est intégré en fonction des zones. Et après, il y a la dernière partie, c'est la partie licence de marque. Donc, c'est le droit d'utiliser la marque sur le contrat qui dure 5 ans. Voilà, on a un retour rapide, c'est assez vite finançable. Il faut avoir un apport à peu près de 5 000 euros auprès des banques, mais les banques financent assez largement. Après, n'hésitez pas, on organise beaucoup de visios, on organise beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je le dirai, il y a pas de souci. Donc, le Ouais. retour sur investissement, si je me lance, ça dépend aussi de ma zone je pense, de chalandise, mais et si je suis un super commercial, au bout d'un an, je peux commencer à générer du chiffre d'affaires ou c'est avant? Ah, c'est dès le premier mois, on peut commencer à générer du chiffre d'affaires. Oui. Après, en moyenne, c'est compliqué parce que c'est vraiment dépendant de l'activité du franchisé. Notre meilleur franchisé a fait quasiment 300 000 euros la première année et le moins bon doit être à 50 000. On estime qu'on a une moyenne entre 100 et 150 000 euros la première année. Ça, c'est une estimative qui est raisonnable, rai- raisonnablement atteignable. 250 000 la deuxième année. Et après, voilà, on augmente de 100, 150 000 euros chaque année. C'est la force de notre modèle et de la récurrence. Voilà. Ok, merci en tout cas d'être intervenu. Vos coordonnées seront transmises et vos informations. Je vous laisse, Léo, et je vais Alors, continuer. je remets juste dans le chat le Oui. lien vers notre site internet. Vous pouvez faire une demande de documentation, on vous recontactera parce que sur la dernière slide, il y a une erreur dans mon adresse mail. Ah, ok, Donc, d'accord. Ok. voilà. Mais passez voilà, par le site, je l'ai mis dans le chat et Mais on vous faites. rectifiera, ne vous inquiétez pas, on donnera vos coordonnées. Merci en tout cas, Léo. Jacques, vous vouliez parler de la partie, on parlera, si, on va en parler maintenant du coup, et puis on reviendra sur l'accompagnement. Pour rejoindre votre réseau, Jacques, ça coûte combien? Alors, chez nous, le droit d'entrée est de 14 900 euros, mais on demande un budget de démarrage de 30 000. Alors, pourquoi 30 000? Parce que il y a le droit d'entrée à payer, donc ils payent la formation en partie, mais pas que, qui payent la marque, qui payent l'exclusivité de territoire, d'accord? C'est ça, c'est compris dans le droit d'entrée. Et à côté de ça, ben, il va falloir se lancer et démarrer, hein. Et pour démarrer, on estime qu'en cours, au minima, pour la première année, les frais qui sont nécessaires
qui vont être nécessaires. C'est à peu près l'équivalent de 15 000. Donc, c'est pour ça qu'on demande un budget de 30 000 au départ, minimum. Hors, évidemment, besoin personnel. C'est-à-dire que si j'ai besoin, il faut que je paye mon loyer, que je paye, enfin, que je vive, hein, très clairement. Donc, tout ce qui concerne le BFR, derrière, ça, on ne tient pas compte. Donc, en gros, 30 000 plus ses besoins personnels. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va se lancer, il va falloir investir. Alors, l'investissement, je l'ai dit, matériel, il est extrêmement faible chez nous, puisqu'il faut quoi? Il faut un ordinateur, une connexion Internet qui va bien quand même. Voilà. Et puis, derrière, ça va plutôt être des outils de marketing. D'accord? Donc, les outils de marketing, il va falloir communiquer pour se faire connaître. Alors, là encore, communiquer sur le web pour faire du référencement, ça, c'est nous qui le faisons. Enfin, en tous les cas, on aide le franchisé à le faire. Communiquer en local pour faire savoir qu'on a monté son agence et qu'on est présent. Communiquer en recrutement pour constituer son équipe. Voilà. Tout ça, ça demande un peu d'argent. Et c'est pour ça qu'il nous faut à peu près au moins 15 000 euros pour lancer la machine en première année. Donc, ça reste un budget extrêmement faible, hein, par rapport à d'autres types de franchises en immobilier. Néanmoins, évidemment, si j'ai un peu plus de marge de manœuvre, je pourrais peut-être faire plus de choses en termes de communication, peut-être plus de choses en termes de recrutement et donc aller un peu plus vite. Mais on peut démarrer avec ce budget. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que, Stéphanie, vous pouvez parler directement maintenant de budget et d'accès au réseau? Oui. Alors nous, pour les droits d'entrée, ils sont de 18 000 euros. Comme Jacques l'a dit, il y a aussi une réservation. Enfin, en tout cas, la zone est bien définie et bien notifiée dans le contrat de franchise, donc elle appartient au franchisé. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis pour l'investissement global, nous, il est à hauteur, on va dire, à peu près de 50 000 euros, en intégrant dedans un fonds de trésorerie, puisque quand on démarre, voilà, le temps d'être, en tout cas, le temps que les premiers factures clients soient payées, et comme il faut en parallèle payer les salariés, nous, on intègre en fait dans ces 50 000 un fonds de trésorerie D'accord, au très sein de bien. ces. Voilà. Ça, c'est important, ce fonds de trésorerie, on oublie souvent, Oui, quelle que ouais. soit l'activité, bah oui, il faut bien démarrer. Sachez aussi, petit détail, si vous êtes, je le dis à chaque fois, si vous êtes encore salarié ou vous êtes demandeur d'emploi et vous touchez vos indemnités, vous pouvez les utiliser comme beaucoup de franchisés, comme ressources au départ, Oui. avant de pouvoir se Mm. payer. La rentabilité chez vous, Stéphanie, elle est au bout de quoi? Alors, ça dépend peut-être des zones géographiques, je ne me rends pas compte, mais il faut combien de clients pour se dire, bah, ça y est, je veux vivre de mon activité, sachant qu'elle est saisonnière en partie? Oui, alors combien de clients? C'est difficile de répondre vraiment à cette question parce que nous, ce qui va jouer, c'est la taille du bien. Vous imaginez bien que quelqu'un qui a des petits apparts de 60 mètres carrés, c'est pas la même chose que des villas ou des chalets de 900 mètres carrés. Donc c'est pas tant là-dessus. Par contre, ce que je peux vous dire en termes de chiffres, c'est que nous, on estime que la première année, le franchisé peut atteindre un chiffre d'affaires entre, on va dire, allez, 80 000, 130 000 euros. Et que pour un chiffre d'affaires de 100 000 euros, il peut prétendre à une rémunération nette de 2 000 euros. Voilà. Et on Ça, c'est estime l'expérience. ouais, Mm. et on estime une hausse naturelle de 10% à partir de l'année suivante. Mm. Donc en fait, la rentabilité, elle est assez immédiate, ouais, comme le Et disait. est-ce que vos clients parce qu'il y a aussi des entreprises, hein, puisque est-ce qu'il y a une fidélisation ou c'est tous les ans il faut repartir à zéro ou une fois que vous êtes connu auprès de bailleurs ou autres, c'est plus Mmh. facile d'être propriétaire? Ah non, non, il y a vraiment une fidélisation. En règle générale, quand une saison commence avec un client, alors nous, on fait toujours un point, hein, et d'ailleurs, moi, je le fais à chaque fois, d'ailleurs, moi-même avec mes franchisés, de dire est-ce que tu as bien fait ton point de fin de saison avec tes clients. Donc, c'est à ce moment-là qu'on l'aborde, mais en général, quand un franchisé a un client, il le garde, il le garde. Ouais, ouais. Alors il y a De un autre point. saison en saison, en tout cas. Ouais. Merci. N'hésitez pas à poser des questions. Et un point qu'on oublie, que j'aimerais évoquer, c'est que la franchise, OK, c'est un accompagnateur du franchiseur, c'est un support, mais c'est aussi un réseau d'entrepreneurs comme vous, qu'on va appeler les franchisés, qui sont vraiment soudés. On n'est pas dans de la concurrence, on est vraiment Mm. dans l'entraide. Vous qui avez une grande expérience, Jacques, euh, comment ça se passe est-ce il y a des groupes WhatsApp, ils travaillent entre eux? Alors, dans notre métier déjà, ce qui est important, c'est de partager ses biens parce que je peux avoir un bien à la vente et puis avoir un client qui se situe complètement dans un autre territoire. Donc, la première chose, c'est effectivement c'est la force du réseau. C'est que l'ensemble des biens que nous mettons à la vente est disponible pour tout le réseau, j'ai envie de dire, quelque part. Donc, il y a déjà ce qu'on appelle de l'interagence, hein, donc un travail en commun.
Mais au-delà de ça, nous, on organise en tant que franchiseur chaque mois, minima chaque mois, une réunion pour tous les franchisés. Donc c'est une réunion mensuelle, hein, ce qu'on appelle nous la réunion des dirigeants, entre autres. On organise également des réunions régionales, la physique, où on rencontre nos franchisés à minima 2 fois par an sur leur territoire. Donc on va en région et on essaie de les regrouper, puisque là encore, c'est toujours plus facile de travailler avec des collègues de proximité. Donc c'est important qu'ils soient ensemble. Donc on fait des réunions dans les 4 coins de la France, si je puis dire. Et puis, vous voyez, la semaine prochaine, eh bien, on fait une convention annuelle. On réunit tous nos franchisés une fois par an. Là, on va au Futuroscope tous ensemble, là, la semaine prochaine. Donc, ça, c'est ce qui permet aussi de faire le point, de faire le bilan, puis de faire qu'ils se voient. Enfin, voilà, on fait ça sur 2 jours. Voilà. Donc, il y a toute cette animation qui leur permet d'être en relation directe. Mais oui, c'est important. Et puis, le digital. Donc, pour répondre à la question, on a bien entendu des groupes Facebook privés. Enfin, quand je dis privé, c'est-à-dire où ils peuvent échanger entre eux. Bon, nous, on communique évidemment là-dessus, hein, que ce soit alors, essentiellement sur Facebook, mais on a LinkedIn, on a, enfin bon, évidemment, WhatsApp, on a tous ces supports Insta de communication, plus notre intranet, où il y a de la communication qui est faite, alors qui est plus, j'aurais dire, de notre fait à nous, hein. C'est plus une communication descendante dans l'intranet, mais par contre, dans le cadre des réseaux sociaux, évidemment, chacun a son compte et communique largement pour sa clientèle en local, que ce soit sur Facebook, LinkedIn ou autre. Et puis, au sein de ça, on a notre propre groupe où là, ils peuvent se poser des questions entre eux. On y répond, bien entendu, puisqu'on en fait partie. Enfin, voilà. Donc, il y a de l'échange permanent, oui, bien sûr. Alors, on a deux questions. Alors, je pense que c'est adressé à ou deux. Alors, si vous pouviez me le préciser, Cyril et Marie. Alors, est-ce que vous êtes installés dans les dom-toms et en tant que franchisé, peut-on avoir des clients à l'étranger? Réponse oui, chez moi. Oui, pour dom-tom ou les deux? Les deux. Les deux. Oui, je pense que des dom-toms. D'ailleurs, je vais même plus loin que ça. On travaille avec certains portails immobiliers, parce qu'on n'en a pas parlé dans le détail, Oui. parce que les portails immobiliers chez nous sont extrêmement importants, avec des portails étrangers qui nous envoient du lead de clients étrangers qui veulent investir en France. Par contre, nous, on ne vend pas de biens à l'étranger, mais on vend des biens, bien sûr, en France à des étrangers. Alors, on précise à La Réunion. Oui, on cherche un franchisé à La Réunion, j'ai personne. Pour Voilà. l'instant, nous sommes présents qu'en Guadeloupe. Ok. Alors, vous, c'est vraiment, on est d'accord, Stéphanie, vous êtes sur le territoire français ou vous allez justement dans les dom-toms? Alors, ben, on aimerait bien. Pour l'instant, on n'a pas trouvé le franchisé ou la franchisée, mais oui, oui, c'est envisagé. C'est aussi Euh, envisageable. Ok, très ouais. bien. Juste, c'est vrai que Jacques, on n'a pas assez parlé, mais c'est important. En tant que franchiseur, et vous, c'est pareil, on développe des accords cadres. Donc, je pense que vous négociez, Jacques, avec des portails de l'immobilier, des tarifs préférentiels pour que vos franchisés, du moins la marque, soit visible, en tout cas pour tout le monde. Et vous, c'est pareil, Stéphanie, Jacques. Ouais, alors nous, c'est un point essentiel dans la rentabilité du modèle, d'accord? Pourquoi? Parce que, à la différence des autres concurrents franchiseurs dans l'immobilier, nous, on a notre propre centrale d'achat. C'est-à-dire que nous prenons, nous, tête de réseau, le risque chaque année d'acheter des volumes de diffusion auprès des grands portails. Et dans l'immobilier, vous pouvez pas vivre sans ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en capacité de mettre en avant les biens que vous avez à vendre sur le web, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même 95% des contacts, hein, et ben, vous n'existez pas. Bon, donc c'est essentiel. Donc nous, ce qu'on a fait comme choix depuis longtemps, puisque ça fait 20 ans, c'était de prendre le risque chaque année d'acheter, nous, pour compte de nos franchisés, des volumes. Sous-entendu, ces volumes, on les revend à nos franchisés, mais le fait d'acheter des volumes importants auprès de ces grands portails immobiliers, là on parle de Leboncoin, Se Loger, pour ne citer que, eh bien, nous permettent d'avoir des réductions extrêmement importantes. Mais quand je dis très extrêmement importantes, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à 80% par rapport au prix public de réduction. Ce qui veut dire que chez nous, de fait, rien que sur ce poste-là, qui est un poste majeur dans le métier de l'immobilier, nos franchisés font en moyenne une économie de 2 500 € par mois. C'est équivalent à un salaire. D'accord? Donc, c'est très important parce que si vous n'êtes pas présent sur les portails, voilà. Donc, voilà, en gros, pour puber 50 biens par mois aujourd'hui dans une agence immobilière, le coût est en moyenne de 3 500 €. D'accord? 50 biens. OK? Chez nous, ça coûte 700 €. Voilà.
Et C'est donc, ça la force d'un réseau, hein. voilà. Voilà, vous Et l'avez donc, vu. voilà, vous êtes indépendant, vous travaillez seul, vous faites votre métier d'immobilier, ça vous coûte 3 500 €. Voilà. Vous travaillez dans une franchise, en l'occurrence chez nous, c'est 700 €. Ce n'est pas le cas dans les autres chez les concurrents parce que généralement, vous parlez d'accords cadres. Oui, les franchiseurs négocient des accords cadres, c'est-à-dire qu'en gros, je négocie une réduction pour mes franchisés qu'ils vont prendre ou qu'ils ne vont pas prendre. Chez nous, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'accord cadre. L'accord cadre, je le prends moi avec les portails et je supporte ce risque. Bon. Est-ce que c'est pareil, il y a des négociations que vous faites avec des grands cabinets, je ne sais pas comment on les appelle dans votre métier, Stéphanie? Bah, je suis pas sûre en fait Pardon, mais je suis pas sûre d'avoir bien compris la En question fin de en compte, fait. est-ce que pour trouver des leads et aider les franchisés à se développer, Ouais. vous développez vous négociez avec des réseaux Les immobiliers ou fournisseurs. autres des Oui. possibilités? Alors, ça rejoint ce que j'expliquais précédemment, c'est-à-dire la notion de partenaire. Nous, effectivement, on a des partenaires Ok, nationaux, d'accord, c'est ça. dont certains, voilà, franchisés peuvent bénéficier. Après, ça va rester, voilà, ça va rester au niveau client. Nous, il ne va pas y avoir, du coup, j'allais dire, je peux pas, moi, en l'occurrence, donner des chiffres comme vient de faire Jacques. Mais Voilà. Mais en tout cas, ça va être en termes de clients. Ouais. alors, on avance sur cette conférence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, voilà le slide que j'aime bien mettre à la fin et je vous demanderai, à vous deux, votre point de vue et vos conseils pour bien rejoindre un réseau, que ce soit les vôtres ou que ce soit en général, en tant qu'expert de la franchise. Choisissez, s'il vous plaît, un métier qui est en phase avec vos valeurs, avec vos envies, avec vos ressources. Vous allez embarquer votre famille, votre argent, donc c'est hyper important d'être en phase. Comme on l'a dit tout à l'heure, rentrer dans une franchise en local, c'est moins cher, mais à côté, il faut être un véritable entrepreneur et se déployer pour trouver des clients, même si le franchiseur est derrière vous. Vous recevez un DIP quand on est en franchise, qui est un document précontractuel où le franchiseur va vous donner un certain nombre d'informations avant de vous engager sur son bilan, la liste de ses franchisés, son cursus, etc. On me posait la question tout à l'heure comment vous étiez franchisé, tout est intégré à l'intérieur. Et puis surtout, rencontrer des franchisés installés, ceux qui viennent démarrer, ceux qui ont déjà démarré depuis un moment. Certains réseaux proposent une période d'immersion pour être sûr que ce métier qu'on vous propose est en adéquation avec vous et surtout, euh, choisissez un franchiseur avec qui vous partagez le feeling, son mode de managérial, son mode de fonctionnement, parce que le franchiseur va vous donner confiance pour développer sa marque en local. Vous êtes fier de votre investissement. Donc, c'est vraiment la franchise, c'est pas une personne qui décide à la place de l'autre, c'est deux entrepreneurs qui vont dans le même sens. Est-ce que tout ça, vous partagez ce que je viens de vous dire, Jacques et Stéphanie, pour la bonne entente, en tout cas, des uns et des autres, et un partenariat gagnant, Jacques? Bah, évidemment que je partage tout ça parce que faut jamais oublier que le franchiseur, lui, ne gagne sa vie que si le franchisé fonctionne. Je rappelle qu'on est sur un principe, on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais OK, il y a un droit d'entrée, mais ce n'est pas le droit d'entrée qui fait gagner de l'argent à l'ensemble, hein, de manière honnête. C'est les redevances que le franchisé Ils va sont qu'une partager. contribution. Attention, on croit souvent que la redevance est une taxe, c'est une contribution C'est une par rapport à contribution, bien tout ce que vous entendu. apportez. Voilà. Et donc, du coup, notre premier intérêt, si je puis dire, en étant égoïste, c'est que notre franchisé réussisse. Parce que s'il ne réussit pas, ben, on a tout perdu. On a perdu du temps, on a perdu de l'argent. Voilà. Parce qu'on a confié un territoire à quelqu'un quand même, hein, qui est en exclusivité. Donc, on a plutôt intérêt à être main dans la main avec notre franchisé. C'est pour ça qu'on déploie beaucoup d'énergie dans l'accompagnement, dans la formation, parce qu'on a tout intérêt, nous, à ce qu'il réussisse. C'est notre premier objectif. Voilà. Maintenant, le choix, il se fait mutuellement. C'est pour ça qu'encore une fois, oui, les candidats, on échange avec eux, il faut qu'on apprenne à se connaître. Nous, on les fait venir une journée minimum chez nous, obligatoire, hein. Si vous ne voulez pas faire le déplacement, on ne va même pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que je crois que c'est important que le franchisé voit à qui il a affaire, que nous Bien sûr. voyons, nous, à qui nous avons affaire, qu'on puisse échanger, lui montrer des choses concrètes. Et voilà. Et c'est à partir du moment qu'on a fait cette journée, qu'on remet d'ailleurs le DIP, d'accord, ce jour-là, pour qu'il puisse réfléchir, qu'il puisse travailler sur son business plan, poser les questions qu'il a à poser, etc. Même si on a déjà eu des échanges en visio préalable, hein. Mais ça permet surtout d'apprendre à se connaître et de bien comprendre ce que nous, on est capable d'apporter, ce que lui, il est capable de faire, quels sont les grands axes qu'il doit creuser, si je puis dire, pour pouvoir monter son business plan. On l'accompagne. Et à partir de là, oui, on va se choisir, mais on se choisit mutuellement.
C'est-à-dire que, vous l'avez dit, on engage de l'argent, on engage sa famille. Nous, on veut être certain que, parce que voilà, installer quelqu'un, si au bout de 6 mois, il plie, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique d'abord pour lui, mais ça l'est aussi pour nous. Parce qu'on Voilà, n'a non, mais rien c'est gagné, on a tout important. perdu. Donc, on n'a pas de temps à perdre, personne n'a de temps à perdre, on n'a surtout pas de risque à faire prendre à des gens dont on considérera qu'ils n'ont pas cette capacité, en tous les cas pour ce métier-là. Voilà. Merci, Donc, merci, voilà. merci Jacques. Est-ce que Stéphanie, un conseil, vous qui accompagnez des gens qui se sont lancés avec le réseau? Ben, un conseil, oui, beaucoup de choses ont été dites et j'adhère complètement avec tout ce qui a été dit. Effectivement, ce qu'il faut pas oublier, c'est souvent c'est un projet de vie aussi. Donc, il faut vraiment bien veiller à avoir réfléchi à tous les tenants et les aboutissants. Vous avez évoqué effectivement le feeling tout à l'heure, Corinne, c'est exactement ça, mais ça rejoint un peu ce qu'expliquait Jacques à l'instant. Il faut qu'il soit aussi de part et d'autre, parce que c'est gagnant-gagnant en fait quand on rejoint une franchise. Voilà, je sais que par exemple, nous, avant que le franchisé il se lance réellement, on passe par un certain nombre de process, comme je l'ai dit, hein, donc il y a un certain nombre d'échanges téléphoniques, il y a de la visio, il y a des immersions terrain, etc. Avant, effectivement, la remise du DIP. Donc, ce qui permet ben, voilà, d'être sûr De l'un bien comme cerner les l'autre. tenants et aboutissants du projet de Ouais, franchise. c'est ça, et d'être sûr d'aller ensemble dans la même direction, quoi. C'est Ça, c'est très important. important. Voilà. Ouais. En tout cas, moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, vous aurez encore la possibilité d'échanger avec les franchiseurs. En tout cas, moi, je vous remercie tous les deux.